nous sommes pas mal écrits et vous avez toujours répondu d'une manière très positive. Et puis je dois dire, monsieur le maire, que vous avez une personnalité assez exceptionnelle dans votre municipalité. Parmi vos citoyens, c'est ce monsieur Risotti qui est à la base de cette immense organisation ce soir, sur un sujet qui est un sujet de santé, évidemment, mais qui n'est pas seulement sur la santé. Alors d'abord, dans un premier temps, je veux vous rassurer tous, vous n'avez pas eu le temps de regarder FR3, votre FR3. Je suis passé juste avant de venir ici. Évidemment, j'ai été interviewé sur le problème des vaccins. Je ne suis pas contre les vaccins. Que ce soit bien clair. Et d'ailleurs, le bien public l'a écrit dans une de mes interviews. Je ne suis pas contre les vaccins, je suis contre les abus. C'est pas la même chose. Donc je veux rassurer mes collègues médecins, parce que j'ai des collègues médecins qui m'ont pas compris, et je leur en veux pas, parce que quand on reçoit des informations par une ministre ou par des médias qui déforment l'information, ben on n'est pas informé. Donc la vraie information, je vous la donne, je ne suis pas contre les vaccins. Il y aura certainement des questions sur le sujet, mais la conférence de ce soir est sur le thème « Faut-il manger bio ?» Et vous avez remarqué que je suis accompagné par mon épouse, qui n'est autre que ma moitié, donc je ne suis que la moitié de la moitié, vous voyez, et qui interviendra sur les aspects les plus pratiques de l'alimentation, qui sont des aspects extrêmement importants, puisque nous avons tous un petit déjeuner, un repas de midi, un repas du soir. Alors la grande question qui se posait autour de l'an 2000, que posaient les patients atteints de cancer, puisque je suis chirurgien et cancérologue, c'était docteur. Ça vaut vraiment le coup de manger bio? Est-ce qu'il faut manger bio? Parce que c'est plus cher. Et puis est-ce que vraiment ça apporte quelque chose? Et ma réponse était une moue. Une réponse qui n'était pas une réponse. Et quand on ne sait pas répondre scientifiquement à une question, eh ben, il faut vraiment se poser la question. Et j'ai donc lancé un programme de recherche sur simplement essayer de savoir s'il y a des éléments positifs pour notre santé dans les aliments issus de l'agriculture biologique par rapport à ceux de l'agriculture conventionnelle ou de l'agriculture dite raisonnée ou raisonnable. Je dois dire qu'avant de lancer ce programme, j'avais une idée. Quand on lance un programme de recherche, on a toujours une idée. On veut démontrer quelque chose. Et je vais vous avouer quelque chose. Je voulais démontrer que le bio, c'était du pipeau. Et je voulais d'autant plus le démontrer que j'avais lu, comme vous tous, les médias, j'avais entendu des émissions, j'avais même entendu des collègues qui étaient dans le domaine de l'agriculture et qui, eux, disaient ceux qui sont dans le bio, ce sont des excessifs, ce sont des talibans de la bio, etc., etc. Bon, bref, nous avons monté un programme de recherche qui a demandé un peu de temps. Il s'est appelé ABARAC, A-B-A-R-A-C. C'est-à-dire que nous avons comparé 20 aliments de l'alimentation courante, celle que nous avons tous les jours dans nos assiettes, matin, midi et soir. Et ces aliments venaient donc, les uns, de l'agriculture biologique labellisée, les autres d'une agriculture raisonnée, non labellisée, mais avec des agriculteurs qui disaient « moi, je ne suis pas dans le bio, mais je ne suis pas dans le conventionnel, j'utilise moins de pesticides, de phytosanitaires, etc. » Et puis les troisièmes, qui étaient dans le conventionnel, mais qui nous disaient nous allons vous démontrer ce que vous cherchez, c'est-à-dire que les aliments que nous vous donnons à véritablement étudier, venant du conventionnel, vous allez voir qu'ils sont aussi bons que les autres qui sont du biologique. Et pour obtenir le financement qui n'était pas négligeable, à l'époque c'était autour de 1 million de francs, parlons en francs pour l'époque, eh bien j'avais obtenu 30 000, à peu près un tiers de l'Europe, un tiers de la région Languedoc-Roussillon avec une obligation de choisir des produits de ma propre région, le Languedoc-Roussillon, et puis un autre tiers qui était des patients qui avaient donné un argent dédié à cette recherche. Et donc, comme c'était relativement coûteux, bien, nous avions décidé, avec mon équipe qui était attachée à l'INSERM, l'Institut National de la Recherche Médicale, nous avions décidé de faire d'abord les 10 premiers aliments, et comme on était presque tous convaincus qu'on démontrerait qu'il n'y avait pas de différence entre les trois types d'agriculture, eh bien on s'arrêterait là. Et puis on dirait, ben voyez, le bio, c'est du vent. Et je me souviens très bien que les 2 premières enveloppes que nous avons ouvertes, c'est-à-dire, quand je dis des enveloppes, ça veut dire que nous fournissions les produits à un laboratoire européen
qui faisait la recherche sur un œuf. On ne cherche pas la même chose que dans une pomme, dans un morceau de fromage ou dans de l'huile d'olive. Donc on cherchait des éléments positifs pour la santé et aussi des éléments négatifs, c'est-à-dire des métaux lourds, des pesticides, au contraire, des bonnes vitamines, des minéraux. Bon, donc 3 éléments positifs d'une manière générale et 3 éléments négatifs. Et lorsque nous avons ouvert les premières zones, je me souviens très bien, c'était les tomates. Les tomates, c'était intéressant. Et au début, j'étais content parce que je me suis dit, ben voilà, la démonstration, elle est faite. On a ouvert les 3 types de tomates sur les pesticides, il n'y en avait pas dans aucune des tomates. Ah, j'ai dit voilà. Donc, dans les 3 tomates, les tomates biologiques, les tomates du raisonné, les tomates du conventionnel, hein, pas de produits dangereux. Excellent. Seulement, quand on a ouvert les produits positifs, il y avait 20 à 25% de plus de lycopène, qui est un antioxydant extrêmement intéressant pour nos prostates d'hommes et pour les seins des femmes, parce que tout ce qui est utile à la prostate de l'homme est utile au sein des femmes. Donc 20 à 25% de plus, même chose pour la vitamine C, et même chose pour des minéraux positifs pour notre santé. Ah, donc il y avait une belle différence pour les produits positifs pour la santé. Ensuite, nous sommes allés sur les laitues. Et là, les laitues, eh bien, nous avons vu des différences au niveau des pesticides. Il y en avait beaucoup plus dans le conventionnel, il y en avait un peu dans le raisonné, et ce qui était intéressant, c'est que dans le raisonné, vous en aviez des résultats qui étaient assez proches du conventionnel. C'était des agriculteurs raisonnables ou raisonnés qui avaient quitté depuis peu de temps, je dirais, l'agriculture conventionnelle. Et puis il y avait d'autres résultats qui étaient proches plutôt du biologique. C'était des agriculteurs qui n'étaient pas encore au bio, mais qui étaient, je dirais, sur le chemin. Donc on voyait bien la différence entre les 2 types de raisonnés. Et puis, par contre, le biologique, eh bien, c'était très net. Il y avait 20 à 25% de plus de lutéine, qui est excellente pour notre rétine, excellente, je dirais, comme antioxydant, par exemple, pour prévenir ou éviter la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qu'on appelle la DMLA, hein, qui est une maladie quand même difficile à soigner et qu'il vaut mieux prévenir. Donc, lutéine présente d'une manière 20 à 25% de plus dans les laitues d'origine biologique. Et ainsi de suite, ce qui fait que lorsque nous avons eu ces premiers résultats, on a immédiatement décidé, évidemment, de faire les 10 autres aliments. Et tout cela est résumé avec tous les chiffres dans mon livre qui s'appelle « Changer d'alimentation » dans sa 7e édition. Donc pour ceux qui veulent avoir les chiffres et la rigueur, vous le trouverez. La conclusion, c'est que dans le bio, c'est le maillot jaune sans dopage. Sans dopage. Nous avons quand même observé pour un élément une tricherie. Ça, c'est intéressant. Quand nous avons étudié la vitamine E dans l'huile d'olive, nous avons eu une huile d'olive qui était d'agriculture conventionnelle qui avait des taux faramineux de vitamine E, beaucoup plus importants que les taux de vitamine E d'une agriculture biologique. Bien, alors je suis allé voir l'agriculteur qui nous avait fourni son huile d'olive, et puis j'ai regardé les yeux dans les yeux. Et à la différence de certains qui, les yeux dans les yeux, vous montent effrontément, vous voyez ce que je veux dire, eh bien là, il a eu l'honnêteté de me dire, ben oui, on a fait des ajouts. On a fait des ajouts de vitamine E, je simplifie, à la seringue, dans l'huile d'olive, qui était une huile d'olive de l'agriculture conventionnelle. Bon, donc, on avait le résultat, et il a dit très honnêtement ce qui s'était passé. Donc, ce qui est certain, c'est que dans les produits de l'agriculture biologique, attention, de l'agriculture biologique, de proximité. Je ne parle pas du miel de Chine. J'aime bien les Chinois, j'aime bien les Turcs avec leurs figues sèches, mais je préfère les figues sèches de l'agriculture biologique de chez nous. Donc il faut bien savoir cela, même s'il y a des contrôles de l'agriculture biologique dans des pays différents du nôtre, un grand conseil, choisissez la proximité, choisissez des produits de notre agriculture biologique, non pas pour être plus franco-français que cela, mais parce que nous sommes là dans des réalités où l'agriculteur français est en train de devenir le premier acteur de ma santé. Et comment est-il le premier acteur de ma santé? Il peut m'envoyer à l'hôpital, avant même le médecin. Ce médecin qui va trouver que j'ai telle ou telle pathologie.
une maladie auto-immune, un cancer, une maladie donc qu'on n'arrive pas à bien cerner, et on va se rendre compte que je suis soumis à une alimentation qui n'est pas bien de bonne qualité, que je suis soumis à un environnement qui me pollue, mais je ne peux pas y faire grand-chose, et qui m'envoie gentiment à l'hôpital. Donc, agriculteur, premier acteur de ma santé en m'envoyant à l'hôpital. Mais l'agriculteur qui, lui, me donne des produits de qualité issus de champs d'agriculture biologique, celui-là, dans la mesure où il a été véritablement contrôlé, dans la mesure où je peux avoir confiance en lui, d'une part, dans celui qui le contrôle 2 fois par an, et d'autre part, dans sa propre philosophie, eh bien, à ce moment-là, je peux être tranquille, il ne m'envoie pas à l'hôpital, c'est le premier acteur de ma santé. Et c'est pour cette raison que, réfléchissant à l'avenir, je propose déjà à un certain nombre d'hommes politiques qui me contactent parce qu'ils me disent « Mais comment fais-tu pour avoir autant de monde dans tes conférences? Moi, il n'y a pas un chat. » C'est parce que simplement, moi, je dis des choses qui intéressent les gens. Voilà. Alors, moi, ce que je vous propose déjà, vous voyez, vous y réfléchirez, c'est que le ministre de l'Agriculture ne soit pas simplement un ministre de l'Agriculture, mais qu'il soit un ministre d'État, donc très proche du Premier ministre, mais qu'il soit ministre d'État chargé de l'agriculture et de la santé. Pourquoi? Parce que je veux les mettre en collaboration. Parce que je ne veux pas minimiser le médecin, je suis médecin. Parce que je veux valoriser l'agriculteur, vous voyez? Et que cet agriculteur, il faut qu'il soit payé à la juste mesure de son travail et de la qualité des produits qu'il me donne. Et je pense qu'il faut vraiment être très proche d'eux. Je ne suis pas très favorable pour aller courir vers les hyper et les supermarchés. Parfois, on ne peut pas faire autrement. Mais vous avez bien remarqué que dans les hyper et les supermarchés, ça y est, ils ont mis des rayons bio, ils ont mis des rayons bio. Mais méfiez-vous du miel de Chine, regardez les étiquettes, faites attention, soyez prudents. Essayez d'être au plus près, à la proximité, et puis des produits de saison. Produits de saison, ça c'est vraiment important, parce qu'il n'est pas logique de manger des fraises à Noël, hein, même si on les a conservées depuis le mois de mai ou de juin, en se disant on les mangera avec les petits-enfants qui arrivent de Nouvelle-Calédonie, on les met au congélateur, et quand vous les mangerez, elles ressembleront à des fraises, mais elles n'auront plus aucune valeur nutritionnelle. Vous voyez? Donc ça, ce sont des choses importantes à avoir bien en tête. Donc le choix de l'agriculture biologique, il n'y a pas de doute. Mais et nous le verrons, et là, mon épouse Christine va intervenir dans quelques instants, il est évident que si vous achetez un produit de l'agriculture biologique de qualité et que vous le faites cuire n'importe comment, ben vous allez l'abîmer. Vous allez perdre la qualité nutritionnelle des aliments par la cuisson, par un mode de préparation de l'aliment qui n'est pas conforme, je dirais, à ce qu'il est prêt à vous donner pour votre santé. Mais là où je voudrais insister maintenant, c'est sur ces maladies de civilisation qui sont des maladies qui nous inquiètent. Et c'est pour ça que vous êtes nombreux. Vous n'êtes pas simplement parce que je suis joyeux 24 heures sur 24, c'est pas ça. Donc, vous venez parce que vous avez compris une chose importante, c'est qu'il y a une relation entre ce que nous mangeons et notre santé. Ça, c'est une évidence. Et ce qui est très curieux, c'est de voir que dans le monde médical, je le vois auprès de mes propres collègues, dans le monde médical, eh bien, c'est pas mal perçu, mais c'est pas compris. Pourquoi c'est pas compris? J'ai essayé de comprendre cela. Eh bien, tout simplement parce que les médecins sont centrés sur des pathologies. Nous leur apprenons, en tant qu'enseignant, j'ai appris à mes élèves les maladies, alors on donne les symptômes, on donne donc tous les signes, puis on dit comment on peut faire une imagerie avec un scanner, une échographie, une IRM, une angiographie, ensuite on fait un bilan biologique. Donc le médecin est très centré sur des pathologies. Mais nous, grand public, je me mets dedans, nous n'avons pas envie d'avoir un cancer de l'estomac, une fibromyalgie, une maladie de Crohn, une rectocolite ulcéro-hémorragique, une polyarthralgie. Nous n'avons pas envie de ça. Donc ce qui nous intéresse, c'est la prévention. Or, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde médical, c'est que la prévention, c'est le petit dernier qui compte pas. Vous voyez? Même dans les cours, moi je vois dans mes cours, j'en donne moins maintenant, mais dans mes cours, je donnais pratiquement la moitié sur la prévention. La moitié sur la prévention. Et les étudiants captent à fond. Je leur dis, vous n'avez pas besoin de prendre note, parce que ce que je vais vous dire, ça va rentrer dans votre hippocampe, et ça, vous ne l'oublierez jamais, parce que vous n'avez pas envie d'être malade. Vous avez peut-être envie de soigner les gens, mais vous-même, pour soigner les gens, vous avez intérêt à être en bonne santé. Alors, ces maladies, comment se fait-il qu'il y en ait de plus en plus? Nous sommes en 2016, 21e siècle.
Les centres anticancéreux sont débordés. Nous n'avons pas assez de chirurgiens, d'infirmières, d'oncologues, de chimiothérapeutes, de radiothérapeutes. Nous sommes débordés. Comment cela se fait-il? Alors que la science progresse, alors qu'il y a des prix Nobel qui trouvent des médicaments fabuleux. Mais comment cela se fait-il? Eh bien, cela vient du fait que nous avons un système de défense qui est perturbé. Ce n'est pas la défense de notre pays au sens de la ligne Maginot au moment de la guerre, c'est pas ça que je veux dire. C'est que nous avons nous-mêmes un système immunitaire, un système de défense. Voyez. Alors, souvent le mot immunité, il est relié au monde politique. On dit le président, il est immunisé, il fait n'importe quoi. Bon, voilà, un beau jour, ça le rattrape. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que nous avons tous un système immunitaire prodigieux. Et je voudrais vous l'expliquer, et vous allez le comprendre très simplement. D'abord, nous avons un système vasculaire. Vous savez qu'on a du sang rouge et du sang bleu. Eh bien, en ce moment, vous êtes tous assis ou debout à écouter, et vous ne pouvez pas arrêter votre cœur. Toutes les secondes, il envoie du sang rouge de la tête aux pieds. Et là, il y a de l'oxygène et puis des bons produits. Il y a des bons sucres, il y a des bons acides aminés, il y a des bons acides gras. Ça va au foie, ça va au cerveau, ça va aux muscles, ça va à notre corps pour qu'il soit en bonne santé. Et quasiment dans la même seconde où votre cœur envoie, au niveau de la partie gauche du cœur, du sang de la tête aux pieds, pratiquement dans la même seconde, il y a du sang bleu qui revient. Et ce sang bleu, évidemment, il a du CO2, et puis il a des produits qui sont des résidus des cellules. Parce que les cellules, elles captent ce qui est bon, et puis elles relâchent un certain nombre d'éléments dont elles n'ont pas besoin, que nous allons éliminer, qui par la respiration, qui par la transpiration, qui par nos reins, qui fonctionnent bien, et qui ont besoin de fonctionner pour éliminer ceux dont nous n'avons pas besoin. Alors, vous voyez, quand on est avec des étudiants en médecine et qu'on fait passer des examens, comme cela m'est arrivé encore de temps en temps, c'est assez amusant de voir que quand on a une jeune fille brillante ou un garçon brillant, on essaye de le coller, pas pour le coller, mais pour lui montrer qu'il ne faut pas qu'il soit trop orgueilleux. Alors, mademoiselle, je vois que vous êtes la major de votre année, dites-moi, parlez-moi des 3 cœurs. Elle me regarde. Il a l'air de dire, celui-là, il n'est pas à la page. Hein. Alors, ah oui, monsieur, mais il n'y en a que 2. Comment 2? Ah oui, monsieur, il y a un cœur droit, un cœur gauche. Non, ça c'est la politique. Qu'est-ce que vous me foutez là-dedans? C'est pas ça. Non, parlez-moi des 3 cœurs. Vous voyez, alors cette étudiante, eh bien, elle va être médecin, elle a oublié. Pourquoi elle a oublié? Parce qu'on lui a appris en première année médecine, et elle a été tellement forcée de travailler, de tout bourrer dans le travail, que l'année d'après, elle a oublié. Et ça, c'est une erreur grossière dans le problème de l'enseignement. Parce que oui, où sont nos 2 autres cœurs? Sous la plante des pieds. Sous la plante des pieds. Sous la plante des pieds, nous avons ce qu'on appelle une semelle veineuse. Cette semelle veineuse, ce sont des lacs veineux, des lacis veineux très importants, et qui font que ce sang veineux, il faut qu'il remonte au cœur. Le cœur l'attend. Mais qui va le lui envoyer? Eh bien, tout simplement nos pieds. Mais comment? Il faut marcher, il faut appuyer. Alors, lorsque récemment, j'étais dans une conférence avec des maisons de retraite, c'était très intéressant parce que tous les vieux, à la sortie, ils marchaient comme des soldats tchécoslovaques. J'ai dit, ils ont compris. Et oui, ne traînez pas les pieds. Parce que si vous traînez les pieds, qu'est-ce qui se passe? Votre cœur ne reçoit pas suffisamment du sang en retour et vous allez commencer une petite insuffisance cardiaque. Alors vous irez voir le cardiologue. Alors il va vous donner pour réguler, parce que ça va trop vite ou trop lentement. Alors il va vous donner pour renforcer le cœur. Mais il ne va pas vous dire qu'il vous faut enlever vos babouches, qu'il ne vous faut pas traîner vos pattes, qu'il vous faut marcher correctement. Vous voyez? Et ça, c'est déjà un point important de notre système immunitaire. Nous devons avoir une bonne irrigation de notre corps. Alors cette irrigation de tout notre corps, c'est quoi? Eh bien, c'est déjà avoir des bons liquides. Alors l'eau est indispensable, ne jamais attendre d'avoir soif pour boire. Et ça, je le dis très fortement pour les personnes âgées dans les maisons de retraite. Dans les maisons de retraite, ils attendent d'avoir soif pour boire. Même nous qui ne sommes pas encore dans des maisons de retraite, et nous n'irons jamais, eh bien, il faut que nous buvions au moins 4 grands bols par jour. Alors du thym, du thé, du romarin, du chocolat, tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous fait plaisir, il n'y a aucun problème, mais très important pour avoir une bonne hydratation. Car si vous pincez votre peau et que votre peau elle est comme du papier à cigarette, faites-le sur la face dorsale, c'est que votre cerveau il est pareil. Il est déshydraté, alors où sont mes clés, comment s'appelle mon petit-fils, je ne sais plus où je suis, ça va très vite. Donc l'hydratation est fondamentale. Ça n'empêche pas, nous allons voir qu'un ballon de Bourgogne à la fin de chaque repas est indispensable pour la santé. Mais attention, je n'ai pas dit au petit déjeuner,
Et j'ai pas dit un litron, j'ai dit un ballon. C'est pas la même chose. Bon. Alors, vous avez compris déjà le système vasculaire. Mais il y a un autre système fabuleux dans notre organisme qu'on appelle le système lymphatique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire lymphatique? Quand dans une ville, dans un quartier, dans un village, vous avez quelqu'un que l'on dit lymphatique. C'est une personne qui parle lentement, qui réfléchit, qui a une certaine sagesse et qui fait du bien à lui-même et aux autres. Eh bien, nous avons en nous une circulation lymphatique fabuleuse que nous ne voyons pas parce qu'elle est cachée dans notre corps, au plus profond de notre corps. On l'a encore trouvé récemment dans nos méninges. Et quand je vois mes collègues qui se sont extasiés en disant « on a un système lymphatique dans les méninges », je leur ai dit « mais mon vieux, mais c'est logique. Tu as besoin d'un système lymphatique dans tes méninges pour protéger ton citron. Sinon, évidemment, si tu pollues ton cerveau, ça va polluer à la fois ta mémoire, mais aussi ta façon de discerner, de décider, etc. » Alors, en tant que chirurgien, quand on opère au niveau du cou, de l'abdomen, du thorax, et en cancérologie, vous savez, on opère malheureusement partout, bien, quand on est en train d'opérer, on dit à son aide, décris-moi ce que tu vois au bout de l'instrument. Et il me décrit une circulation serpentine qui est très fine. Il faut affûter son regard, et cette circulation, elle n'est pas plus grande que... Et les antibiotiques ne marchent plus parce que le système immunitaire est pratiquement par terre. Bien qu'on arrive à stimuler ce système immunitaire aujourd'hui par des traitements assez lourds, qui sont pénibles, beaucoup de comprimés, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Mais voyez, ça me rappelle, il n'y a pas très longtemps encore, un patient qui vient me voir en consultation, venant de la région parisienne, et qui a 24 ou 25 ans, s'assied devant moi et me dit « je viens vous voir parce que j'ai le sida ». Ah bon ? D'accord. Je dis, mais vous venez me voir, je suis cancérologue, je suis chirurgien, et pourquoi vous venez me voir? Je ne suis pas un spécialiste du sida. Et il me dit, j'aimerais que vous voyiez mon dossier quand même. Bon. Alors je tourne les pages du dossier, et je vois qu'il avait un taux viral du HIV, Human Immunodeficiency Virus, du virus de l'immunodéficience humaine, au début qui était extrêmement élevé. Puis je continue à tourner les pages et je vois qu'en l'espace de 6 mois, il a réduit son taux pratiquement par 5. Donc je dis, magnifique résultat. Je continue à tourner les pages et je vois les traitements traités à l'hôpital Cochin à Paris. Ah ben, je dis, écoutez, traitement efficace. Il me dit, mais je ne l'ai pas fait. Non, vous ne l'avez pas fait. Vous avez fait quoi? Et là, de son sac à dos, il sort mon bouquin, Changer d'alimentation, avec des tas de petits spots, vous savez, orange, rouge et vert, là, où je me suis dit, aïe, 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 il va me poser des tas de questions. C'est ce qui s'est passé. Il avait compris beaucoup de choses. Il avait appliqué tout simplement des choses que je dis très simplement dans le livre, à savoir, vous me virez les produits laitiers, je l'explique, et pourquoi. Je parle des produits laitiers de base, nous allons y venir. Et puis, vous virez le gluten, j'ai expliqué pourquoi, il a bien compris. Mais il venait avec un autre bouquin sur les abeilles, parce qu'il voulait savoir s'il pouvait prendre de la gelée royale, réponse oui. De la propolis, réponse oui. S'il pouvait prendre également des pollens, réponse oui. Du miel, et lequel est le meilleur, etc., etc. Bon. Et ce qui a été très intéressant, c'est que je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous avez dit à mes collègues à Cochin? Ah, lui, mais j'ai pas voulu les humilier. Non, mais il ne s'agit pas de les humilier, il s'agit de dire la vérité. Qu'est-ce que vous avez dit? Ben, j'ai dit que j'avais fait le traitement. Ah bon. Alors, il a été coché comme traitement efficace, vous comprenez? Bon, depuis, j'en ai vu d'autres, surtout par téléphone. Quand je leur dis, si vous avez des copains, bon, vous avez mon mail, voilà, mon téléphone, c'est pas la peine qu'ils fassent 800 bornes pour venir. Vous pouvez vous-même leur expliquer les choses. Peut-être, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre les médicaments, mais ça permet déjà d'en prendre moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les conseils nutritionnels qu'il a pris, eh bien, ils étaient destinés à stimuler son système immunitaire, ses défenses immunitaires. Or, quand nous avons des défenses immunitaires qui sont perturbées, attention, danger. Nous avons un système immunitaire pour tout notre corps, plus un système immunitaire qui est focalisé pour le col de l'utérus, pour ce qui concerne le cancer du col, qui sera sur l'estomac, par exemple, qui sera sur le côlon, sur le rectum, sur le poumon, peu importe, sur n'importe quelle zone de notre corps. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous observons? Eh bien, nous observons des gens qui sont fatigués, d'une manière générale, et qui, en plus, ont un système immunitaire qui est perturbé, mais ce système immunitaire, il est difficile à apprécier.
Parce que ce n'est pas simplement le taux des globules blancs dans le corps qui permet de le voir. Il y a bien le rapport entre ce qu'on appelle les T4 et les T8, qui sont des lymphocytes venant T du thymus. Il y a aussi d'autres lymphocytes B qui viennent de l'os. B parce que bone, en anglais, ça se dit bone, l'os. Alors on dit c'est les lymphocytes B, il y a les lymphocytes B, il y a les lymphocytes T. Et vous savez, on pensait qu'il n'y en avait pas beaucoup dans la lymphe. Finalement, il y en a entre 350 et 360 familles. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'il y en a qui sont des killers. Des killers, ça veut dire des tueurs de virus, de bactéries qui sont là pour nous protéger, d'autres qui sont des auxiliaires. Donc, ce système, il est génial, il est extrêmement bien fait. 350 à 360 familles, c'est comme si vous parliez des voitures Renault avec tous les calibres et toutes les utilités qu'il peut y avoir, ou de voitures Peugeot et inversement. Bon, eh bien, ce système immunitaire, il est là pour me protéger. Mais, pour qu'il fonctionne bien, il faut que je m'alimente correctement. Voilà la clé. Il faut que je fasse attention à mon alimentation. Et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous donner un régime. Vous savez que je ne supporte pas le mot régime. Du camp. Je ne supporte pas. C'est ce que j'ai dit quand je suis passé avec Sophie Marceau chez Michel Drucker. Il était tout ébahi que je puisse dire ça. Et en sortant, on m'a dit, ils vont le couper parce qu'il y aura un procès. Je dis, surtout, ne le coupez pas. Ils ont des avocats, ils ont dû vérifier que j'avais raison, et ils l'ont laissé. On peut le vérifier que ce que je dis est vrai. Bon, alors... Qu'est-ce qui est intéressant dans notre alimentation et qu'est-ce qui est dangereux? Première chose, d'une manière générale, attention, nous sommes à peu près à une consommation de 80%, 70 à 80% de produits animaux et, disons, 20 à 30% de produits végétaux. L'idéal, c'est d'inverser. Mais vous n'allez pas inverser en 5 minutes. Ça va vous demander du temps. Moi-même, j'ai mis un peu de temps. Heureusement, j'étais bien accompagné. Et en même temps que j'étais bien accompagné, il faut toujours justifier. Parce que si vous n'expliquez pas, les gens ne vont pas suivre. Quand vous voyez que dans nos facultés de médecine, nous enseignons le régime du goutteux, de l'hypertendu, de l'obèse et du diabétique, c'est que des interdits. Les gens, ils suivent 2 mois, 3 mois, au bout de 3 mois, ils disent, docteur, donnez-moi un médicament. Alors que le diabète n'est pas à vie, alors que la goutte n'est pas à vie, alors que l'hypertension n'est pas à vie. Mais les laboratoires veulent que ce soit à vie. Pourquoi? Parce que vous allez prendre des anti-cholestérol, parce que vous allez prendre des antidiabétiques, parce que vous allez prendre des anti-acides uriques, etc. Donc, ça veut dire qu'on doit donner des messages qui sont des messages simples. Et je me rends compte, en faisant comme ça une vision assez large, que heureusement, il y a toujours plus de femmes que d'hommes dans mes conférences. Pourquoi? Parce que quand vous informez une femme en France, vous allez informer 400 hommes. Ça, c'est sûr. Par contre, quand vous informez un homme, vous en informez la moitié d'un, sauf monsieur le maire. Sauf, ils retiennent quand vous parlez de sexe. Alors là, ils sont très... Donc, messieurs, je vous laisserai une petite histoire à la fin pour vous tenir éveillés jusqu'au bout. Et si je l'oublie, vous verrez qu'ils me le rappelleront. Alors, allons-y d'abord pour les produits de la haute consommation, de la grande consommation. D'abord les produits laitiers. Vous avez pigé, hein, le lait de la maman pour son bébé, c'est l'idéal. Et, je vais ajouter une chose, chers collègues médecins qui êtes là, dites-le, mais dites-le partout, le meilleur de tous les vaccins, en dehors de celui qui est obligatoire et que je respecte, le DTP, c'est le lait de la maman pour son bébé. Vous avez là les anticorps. Et vous voyez, je recevais hier un mail de Madrid, pas de Barcelone, mais de Madrid, pour un bébé pour lequel la maman, tout à fait inquiète, est au 4e ou 5e mois de sa grossesse, et on lui dit, il faut déjà vous vacciner, et on veut lui balancer tous les vaccins. Je dis non. Je dis, mais pourquoi veulent-ils vous vacciner? Alors qu'elle est enceinte. Alors ils m'ont dit que ça me permettrait de faire passer les anticorps vers mon bébé. Bon, ça, c'est pas totalement faux. Tout le temps. Mais ce qu'on ne dit pas à cette maman, c'est que le système immunitaire de cet enfant, il faut 1000 jours pour qu'il se construise à partir de la conception. Or, conception plus temps de la grossesse égale 275 jours, vous ajoutez une année 365, une autre année 365, et vous êtes à 1000 jours. Le système immunitaire d'un enfant n'est pas fait avant 1000 jours. Or, que dit l'Organisation mondiale de la santé? C'est pas moi, et je suis en total accord avec ce qu'elle dit. Il faut idéalement que la maman allaite le bébé 6 mois, intégralement, et une année matin et soir, petit apéritif avant de partir au boulot, et petit apéritif au retour. Et avec ça, le gosse, pendant 1 année et demie, il est couvert, et reste ensuite, évidemment, les 6 mois de plus, vous pouvez tenir 2 ans. Seulement,
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez en pharmacie les laits maternisés, vous avez les laits avancés, vous avez même le lait sans lactose. On m'a dit, c'est quoi, docteur? J'ai dit, le lait sans lactose, c'est un homme sans testicules, tout simplement. Voilà. Alors, évidemment, on rigole là-dessus, mais c'est pas rigolo, parce que c'est du business. C'est du business, si vous voulez, qui fait qu'on va exploiter, en réalité, les mamans en médicalisant leur émotion. On médicalise. Vous avez le plus beau bébé du monde, madame. Oh là là, qu'il est beau, ce petit. Que vous êtes fatigué, bien sûr. Si nous, les mecs, on devait accoucher, il n'y aurait pas un mec sur la Terre, pas un seul. Bon. Donc, quand vous accouchez, eh bien, maintenant, je me suis battu pendant une vingtaine d'années pour obtenir la suppression de ce médicament. Je pense qu'il est en train de disparaître. C'est le Parlodel. C'est-à-dire qu'on disait à la maman, vous venez d'accoucher, vous êtes fatigué, je vous donne un petit comprimé, vous allez être mieux. Et 2 jours après, il n'y a plus de lait. Et le plus de lait, pourquoi? Parce que le Parlodel est un médicament antiprolactine, c'est-à-dire anti-formation de l'hormone au centre du cerveau qui permet la venue du lait dans le sein. Et alors ça, c'est des choses qu'il faut que les mamans sachent, et je dirais même les grands-mères. Oui, oui. Parce que même les grands-mères peuvent allaiter. C'est ce que j'ai dit à mes filles et à mes belles-filles. Si vous n'allaitez pas, ma femme s'en occupe, il n'y a pas de problème. Bon. Ah ben ça marche très bien. Ça marche très très bien, les filles, les belles filles, elles allaitent toutes, hein. Il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que si vous mettez le bébé au sein de la grand-mère, vas-y petit, tire sur le mamelon, il sait tirer. Grand-père, vous n'y arriverez pas, monsieur, ne vous inquiétez pas. Vous n'y arriverez pas. Bon. Par contre, le bébé sait pourquoi. Parce qu'il a les papilles sur les lèvres. Il a les papilles sur les lèvres, il n'a pas encore sur la langue. Alors que nous, nous n'avons pas les papilles sur les lèvres. Si je vous mets un peu de sucre ou de sel sur les lèvres, vous tirez le bout de la langue pour me dire c'est sucré ou c'est salé. Bon, alors, vous avez compris, pour le lait de la maman pour son bébé, c'est l'idéal, il n'y a pas d'autre. Puis ensuite, vous avez la chèvre, vous avez la vache, vous avez la brebis. Récemment à Paris, une dame m'a dit, docteur, vous avez oublié la chamelle. Et d'accord, mais elle était du Maroc, c'est normal. Mais la chamelle à Paris, c'est difficile, sauf au cirque Pinder. Bon, alors, donc, ce qui est sûr, c'est que le lait de la vache, autrefois, mon papa nous amenait à l'école avec mes frères et sœurs, avec mes copains. Bon. Et avant d'aller à l'école, on passait chez le vacher. Et chez le vacher, comme Perrette sur sa tête, avec un pot au lait, ben, il prenait le pot, il ramenait ça à la maison, il nous laissait à l'école, et à la maison, on faisait bouillir le lait. Et il y avait la crème épaisse sur le lait. La crème épaisse. Et cette crème épaisse, c'était des bonnes choses, on en faisait de très bonnes choses, mais aujourd'hui, vous n'avez plus ça. Vous avez 24 milliards de litres de lait, dont 98% passent à ultra haute température. Et ultra haute température, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, c'est un choc thermique de 130 à 140 degrés pendant 3-4 secondes. Vous détruisez les germes, c'est vrai. Vous foutez en l'air les vitamines, c'est vrai, mais ça on ne vous le dit pas trop. Mais on ne détruit pas les facteurs de croissance. Or, les facteurs de croissance, en tant que cancérologue, malheureusement, nous les connaissons bien. Pourquoi? Parce que les nouveaux traitements du cancer, ce qu'on appelle des thérapies ciblées, c'est-à-dire qui ciblent la tumeur, ce sont des anti-facteurs de croissance. Si par exemple, j'ai un patient, une patiente, qui a ce qu'on appelle un GIST. GIST, ça veut dire gastro-intestinal stromal tumeur. Une tumeur qui peut être dans l'estomac du volume d'un pamplemousse, vous voyez? Donc c'est quand même une grosse tumeur qui peut saigner, qui est dangereuse. Bon, eh bien vous donnez un antifacteur de croissance en 6 mois, cette tumeur, du volume que je viens d'indiquer, devient cacahuète. Alors il ne vous reste plus qu'à faire une petite opération pour aller enlever ce qui reste. Et avant, les gens mouraient en l'espace d'une année et demie. Aujourd'hui, on guérit. On guérit définitivement quand on est atteint par ce genre de maladie, même s'il y a des métastases ailleurs, au niveau du foie en particulier. Donc, les traitements futurs du cancer ne seront plus les chimiothérapies, comme souvent on l'entend encore, parce qu'une femme vous dit, docteur, j'ai une tumeur au sein, mais vous me donnez un traitement et vous me faites tomber les cheveux. Ben, il n'y a rien sur mon cuir chevelu. C'est là que ça se passe, au niveau du sein, c'est pas sur mon cuir chevelu. Et oui, parce que nous lui donnons un traitement qui est un traitement antimitotique, c'est-à-dire qui tue toutes les cellules en train de se multiplier. Celles des cheveux, celles des ongles, les globules blancs, les globules rouges, etc. Nous avons un corps qui est en permanente évolution. Quel âge avez-vous, madame? Ben, docteur, j'ai 38 ans. Bon, d'accord. Et les papilles de votre langue, elles ont quel âge? Ben, 38 ans, docteur. Pas du tout. Non, mais je vous assure qu'elles ont 38 ans, j'ai 38 ans. Non, 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 les papilles de votre langue, elles ont 10 jours. Tous les 10 jours, nous les refaisons. Nous avons des papilles qui sont dans des formes de petites aiguilles, de petites feuilles, de petites couronnes, de petits champignons, des petits calices, ces petites merveilles. Tout ça pour que nous goûtions les aliments.
Et c'est pour cette raison, ma femme me dit que je suis poète, je ne suis pas si poète que ça, mais j'aime pas appeler ça la bouche. La bouche, c'est pour se rouler des pelles, on est tous d'accord. Par contre, ça s'appelle le palais des saveurs. Palais, c'est une notion anatomique, et des saveurs, une notion physiologique. C'est là que je peux dire que le morceau de fromage, que la pomme, que la poire, que la viande, ceci, cela, est bon. C'est pas mon estomac qui le dit. Vous comprenez? Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous allez au McDo. Je pense pas que vous ayez un McDo dans votre ville, monsieur. Si, aïe, aïe, aïe. Bon, je vais y aller doucement, alors. Bon, écoutez, dans le McDo, vous avez du pain de mie. Ça, c'est pour pas fatiguer vos ratounes. Hein. Nous en avons 32, mais il faut surtout pas les fatiguer, donc les mettre au repos. Voilà. Bon. Et puis ensuite, vous avez la viande hachée. Alors une fois, j'ai fait un lapsus, j'ai dit mâché par quelqu'un d'autre avant. Bon. Alors, il y a un étudiant étranger, il n'y a pas très longtemps, qui est venu me voir. Je ne sais pas s'il m'a écouté sur YouTube ou en conférence. Il me dit, Monsieur Joyeux, c'est vrai qu'en France, au McDo, la viande, elle a été mâchée par quelqu'un d'autre avant moi. Alors, je lui ai dit, j'ai fait un lapsus. Il me dit, c'est quoi? Ah, je lui ai dit, vous inquiétez pas, c'est pareil. Je lui ai sauvé la vie à celui-là. Hein, bon. Donc, ce qui est important dans tout ça, c'est que nous avons un palais des saveurs qui est destiné à mastiquer les aliments. Nous avons 6 glandes salivaires, parotides, sous-maxillaires, sublinguales, capables de fabriquer 1,5 litre de salive par jour. Mais si vous ne mastiquez pas, ben vous fabriquez la moitié, le quart, le tiers. Alors, vous ballonnez à la piscine, vous flottez. Quand vous allez, récemment, nous étions avec mon épouse en Martinique, il nous arrive d'aller là-bas pour faire des formations, pour leur apprendre, on va y venir à faire cuire les aliments. Mais là-bas, il faut cuire les aliments, ça n'en finit plus, pendant 3 heures, les haricots. Alors qu'est-ce qui se passe? 1 haricot, 2 gaz, 3 haricots, 10 gaz, ça ballonne, que ça fait peur, c'est la pétarade absolue. Vous les entendez? Quand nous arrivons à l'aéroport, on les entend. Mais ils m'ont permis de le dire en métropole, donc je suis tranquille. Ils m'ont dit, allez-y, ça fait rire, et c'est pas faux. Et c'est pas faux. Bon. Donc, point important, dans les produits laitiers, soit vous avez la vache dans le jardin, auquel cas, pas de problème. Soit vous lavez la vache, non, vous avez le lait UHT. Ben, un conseil, laissez-le tranquillement au supermarché. Pourquoi? Parce que vous allez consommer des produits qui ne sont pas faits pour vous. Trop de lactose, trop de calcium, trop de facteurs de croissance. Facteurs de croissance, il y en a 3. Un qui est pour la périphérie de l'animal, épidermal, gros facteur de croissance de l'épiderme. Un autre qui est pour l'intérieur de l'animal, qui s'appelle insuline, growth factor, insuline, pancréas. Et un autre pour tout le squelette, tous les muscles, etc. Donc, c'est le TGF. Et ces facteurs de croissance, ils ont pour les biochimistes des formules qui sont très solides, avec ce qu'on appelle des ponts disulfure, une molécule de sulfure, une autre, vous faites un pont entre les deux, et le TGF, par exemple, il a 9 ponts disulfure. Pour faire sauter ces 9 ponts, il faut faire bouillir le lait. Mais UHT, c'est trop tard. Si vous faites bouillir votre lait UHT, vous aurez une fine papier à cigarette dessus, et on ne sait pas, on n'a pas de certitude, mais on craint qu'on renforce ces facteurs de croissance. Alors, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire tout simplement qu'il faut aller vers des animaux qui nous donnent un lait pour des petits animaux, la chair pour son chevreau, la brebis pour l'agneau, avec des articulations, un foie, un pancréas, plus petits que nous, les humains. Et donc, certes, il y a des facteurs de croissance, mais pour un animal qui est plus petit que moi, l'humain. Et en même temps, c'est pas la peine d'en consommer trop. 1 portion par jour, ça suffit. Quand le plan national de nutrition santé vous dit 3 par jour, qui le finance? L'État, il n'a pas un radis. Bon. Donc c'est pas possible. Donc ce sont des arrangements financiers par les lobbies. Il ne faut pas se faire d'illusions. Tout ça, ça vient de là, c'est pas autre chose. Alors, ça veut dire que nous allons aller vers le fromage de chèvre, le petit crottin de chèvre ou le fromage de brebis. Je voyais récemment une publication scientifique qui disait que dans le lait de la chèvre, vous avez 10% de lait de vache. Et puis vous mettez pure chèvre. Quand vous achetez la bûche de chèvre, vous avez remarqué que vous faites le bûcheron quand vous mangez. Je te prends une tranche, je t'en prends une autre. Pourquoi? Parce que vous cherchez le goût. C'est comme la dame qui me disait, docteur, moi, je vous promets, docteur, je prends du fromage à 0%. Je dis, madame, 0% de quoi? Elle me dit, 0%, c'est écrit dessus. Mais 0% de quoi? Elle ne sait pas. J'ose pas lui dire que je le vois dans ses fesses. Hein? Alors, je le dis légèrement à son mari, qui lui a envie de le lui dire. Je dis doucement. Non. C'est comme la dame qui vous dit, moi, je fais une pomme au four à mon mari avec beaucoup d'amour, 3 fois par semaine. Je dis, madame, vous serez veuve avant tout le monde. Elle me dit, pourquoi? Parce que vous fusillez la pomme. Parce que vous transformez les bonnes fibres tout simplement en des sucres. Parce que vous avez des sucres qui vont être des sucres rapides, donc vous allez faire du gras. Ah!
Et comment fait-on du sucre? Comment fait-on pour transformer du sucre avec du gras? C'est pas bien compliqué, demandez aux oies. Hein? Qu'est-ce qu'elles prennent? Du maïs, mais le maïs c'est du maltose. C'est-à-dire qu'on les gave avec du sucre, ce sucre elles le stockent dans le foie en faisant du gras. Vous leur donnez 2 grammes de sucre, 1 gramme de sucre, 4 calories, 2 grammes de sucre, 4 calories. Ça fait 8 calories, d'accord? Bon, si vous ajoutez une petite calorie à ces 8 calories, ça vous en fait 9. Et 9 calories, c'est 1 gramme de gras. Alors madame vient à la consultation avec son mari. Docteur, est-ce que vous pouvez voir le dossier de mon mari? Très volontiers madame, qu'est-ce qui se passe? Il est tout le temps fatigué. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Le mari dit, tu exagères toujours, bien sûr. Bon, alors je regarde le dossier et je dis, monsieur, je vois que la prostate, oh docteur, il me réveille 4 fois la nuit. Lui, tu exagères, c'est 2 fois. Bon, je dis, monsieur, vous avez une belle prostate, 100 cm3, bah, c'est la prostate d'un veau. Voilà. Normalement, c'est 30 à 40. Hein? 30 à 40. Donc lui, évidemment, il prend son verre de lait avant d'aller au dodo. Il prend son yaya le matin. C'est pour ça que le yaya, je le prescris la veille du départ dans l'au-delà. Moi, le jour où ma femme m'offre un yaya, je peux vous dire que je me dis que le lendemain, je m'envole. Hein? Ça s'appelle le syndrome des petites selles en médecine. D'accord? Bon. Donc pourquoi j'en prends pas? Parce que je ne veux pas trop de lactose, parce que je ne veux pas trop de calcium. Or, le lactose, c'est un sucre. Le maltose, le saccharose, tout ce qui est en haut, c'est du sucre. Bon, eh bien, le lactose, quel est son pouvoir sucrant? 1/16e du pouvoir sucrant du sucre raffiné ou du sucre de canne. 1/16e. Donc si je vous mets les yeux bandés, un petit peu de lait au bout de la langue, vous dites c'est à peine sucré, il m'en faut un peu plus. Donc vous sucrez votre yaourt, vous sucrez votre chocolat au lait, votre café au lait, ceci, cela. Et donc on ajoute du sucre à du sucre. Et nous vivons dans une civilisation d'addiction au sucre. Nous étions, je vous le disais, en Martinique, et récemment, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte là-bas? C'est que le yaourt préparé en métropole, comme ils savent là-bas que les gens sont addicts de sucre, eh bien ces yaourts, ils ont 5 à 10% de plus de sucre par rapport à ceux de métropole pour qu'ils continuent à se gaver. Tellement que l'avant-dernier du jour où nous sommes partis, nous avons passé 8 jours à bosser comme des fous, et l'avant-dernier, on est passé à la radio, à la télé, etc. Eh bien les supermarchés, ils ont vendu les yaourts par 50 pour 4 €. Parce qu'ils se sont dit, les gens vont plus en acheter, ils vont plus en acheter. Non, donc, vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire attention qu'on nous prend pour des consommateurs. Alors nous devons être des acteurs. Nous devons être des acteurs, et vous avez compris sur le problème des produits laitiers, le problème du calcium, je vais y insister un petit peu. Dans le lait de la vache, vous avez du calcium, bien sûr, et vous en avez 4 fois plus que dans le lait de la maman pour son bébé, ce qui est tout à fait logique. Le bébé, c'est un corps qui va prendre 5 kilos en une année, alors que le veau, il prend 365 kilos en une année. Bon, mais le bébé, 1 an après, commence à être intelligent, à marcher, à reconnaître papa, maman, etc. Alors que le veau, il est aussi con 1 an après quand il est né. Bon, donc, qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais essayé de donner à un veau du lait d'une maman. Il ne va pas grandir, il va parler. Peut-être, je ne sais pas. À vérifier. Mais ce calcium qui est en trop, ce qui est intéressant, c'est que ce calcium, vous devez le relier au problème du gluten. Alors ça, vous en avez entendu parler du gluten. Vous avez entendu allergie, vous avez entendu intolérance, on vous a dit maintenant gluten-free, vous avez même pensé peut-être c'était une mode. Vous n'avez pas tort, c'est un peu une tendance. Mais en plus de la tendance, il y a quelque chose qui est dessous. D'abord, il faut dire que nous avons à peu près 0,5% à 1% maximum de la population qui est allergique au gluten. Et cette allergie, c'est une maladie sérieuse qui s'appelle la maladie cœliaque, cœliose le ventre. Et cette maladie cœliaque peut se transformer un jour en lymphome, lymphatique. Lymphome, c'est un cancer, non pas simplement du tube digestif, mais du système lymphatique. Or, quand j'étais, il y a une quinzaine d'années avec mes collaborateurs, quand on voyait un lymphome, en général, c'était un lymphome gastrique. Ce qui déjà était une alerte. Pourquoi? Parce que c'était un lymphome, une pathologie lymphatique de l'estomac, c'est-à-dire de cet estomac qui reçoit des aliments qu'il ne doit pas recevoir parce qu'ils n'ont pas été suffisamment travaillés au-dessus. Et donc, ce lymphome, ben maintenant on le voit partout. On voit des lymphomes de la prostate, du sein, du côlon, du rectum, du cerveau, on en voit partout. Pourquoi? Système immunitaire. Pourquoi? Parce que mauvaise habitude alimentaire. Alors, sur le problème du calcium, je voudrais le relier au problème du gluten, comme je viens de vous le dire. En effet, le gluten, quand il n'est pas bon, il vient de qui? Eh ben, il vient des grands semenciers. Ces grands semenciers, on a entendu parler tous, Monsanto, Syngenta, ce sont des gens qui sont en poste à 3 pièces et qui vont voir le paysan. Alors, je vais vous faire la relation entre l'ingénieur et le paysan. Salut paysan, je viens te voir.
parce que je vais t'aider à avoir une bonne récolte. Tu vas voir. Dis-moi, là-bas tu as une haie, qu'est-ce que tu fais de cette haie? Ben, cette haie, c'est mon arrière-grand-père qui l'avait mise pour que le vent ne risque pas de faire tomber le blé. Bon, eh ben tu fous en l'air ta haie. Bon, et pourquoi je fous en l'air ma haie? Ben tu fous en l'air ta haie parce que tu vas avoir un champ plus grand, tu vas voir. Et il obéit. Et puis, il met la semence que lui fournit évidemment Monsanto, l'ingénieur. Et la première année, il est fort content parce qu'il a une belle récolte. Allô, monsieur l'ingénieur, c'est une belle récolte, tu vois bien qu'il faut me faire confiance. Continue, mon petit, continue, c'est beau. La deuxième année, la récolte, c'est la moitié. Allô, l'ingénieur, qu'est-ce qui se passe? La récolte, c'est la moitié. Ah, tu vois bien que tu ne vas pas écouter. On voit bien que tu es paysan, tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. Eh bien, tout simplement, c'est simple. Je t'avais dit qu'il faut racheter la semence tous les ans. Ah bon? Mais mon grand-père, il faisait pas ça. Il allait avec des ciseaux couper les jolis épis, et puis il les recevait tranquillement, et il avait régulièrement une belle récolte, qui était peut-être moindre que la première que j'ai eue. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on manipule les gens. J'étais récemment avec mon ami Pierre Rabhi, que vous connaissez certainement. Il faudra, monsieur le maire, certainement faire revenir Pierre Rabhi dans votre ville, parce que c'est un homme absolument merveilleux. Et nous étions ensemble à l'école d'agriculture de Purpan. Et il y a eu une phrase que j'ai reprise, que j'ai trouvée merveilleuse, la phrase de Pierre Rabhi, elle n'est pas de moi. Soigner la terre, c'est soigner l'homme. Soigner la terre, c'est soigner l'homme. C'est tout à fait exact. Or, notre terre est capable de recevoir et de nourrir jusqu'à 100 milliards d'hommes. Nous n'y arriverons jamais par la régulation des morts et des vivants. Mais on vous dit, ah non, il faut absolument les pays en développement, etc., etc. On nous manipule. On nous manipule. L'objectif, c'est que nous soyons consommateurs de n'importe quoi. Alors, problème du gluten, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez une allergie, c'est sûr qu'il ne faut pas en prendre. Il n'y a aucun doute, mais 1% maximum de la population. Et les autres qui sont intolérants, c'est quoi cette intolérance? Bien, c'est tout simplement que le champ de blé d'autrefois, il nous arrivait aux épaules. Et que le champ de blé d'aujourd'hui vous arrive aux genoux. Et qu'aujourd'hui, on ne peut plus se cacher dans un champ de blé comme on le faisait quand on était gosse. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné le gène du nanisme pour réduire la longueur de la tige. Et en réduisant la longueur de la tige, ils ont modifié génétiquement le grain de blé. Alors on n'appelle pas ça un OGM, mais un AGM, un aliment génétiquement modifié. Et ça, on ne vous le raconte pas. J'étais récemment, un an et demi, à Constantine. Constantine, c'est une région de l'Algérie qui était le grenier à blé d'une grande partie pour les empereurs romains, pour l'Italie et tout ça. Quand vous voyez les champs de blé, c'est la honte absolue. Je leur ai dit, mais arrêtez! Alors, ce qui est sûr, c'est que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce gluten, quand il est dans notre palais des saveurs, on mastique 2 fois, ça descend. Ça arrive dans l'estomac n'est pas content. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va sécréter de l'acide. À ce moment-là, il va y avoir plus d'acide, et le pylore, qui est le petit muscle à la sortie de l'estomac, il va se contracter. À ce moment-là, ça reflue. Docteur, j'ai un RGO. C'est pas une marque de pâté, c'est un reflux gastro-œsophagien. Ça me brûle. Et quand ça vous brûle pendant des dizaines d'années, attention, ça s'appelle risque de cancer du tiers inférieur de l'œsophage. Et croyez-moi que je ne veux pas avoir un cancer du tiers inférieur de l'œsophage. Ça se guérit, 20%, 80% qu'on ne guérit pas. Vous vous rendez compte? Tout simplement parce que ce sont de mauvaises habitudes alimentaires, des gens qui ne mastiquent pas suffisamment, des gens qui prennent des produits qui ne sont pas des produits de qualité, et en particulier ce gluten. Alors ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que heureusement nous avons trouvé le bon gluten. Il est à Cucugnan, c'est pas en Provence, c'est à la frontière entre les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Là, chez les Cathares, là-bas. Et là-bas, vous avez, avant, il y avait le curé de Cucugnan, maintenant, il n'y en a plus, vous avez un boulanger. Et le boulanger de Cucugnan, il est la Trinité en une personne. C'est un paysan qui fait pousser les blés anciens, le barbu du Roussillon, le rouge du Morvan, l'engrais intellectuel, le petit épaule de Provence, des trucs fabuleux avec des coquelicots, avec des champs. Quand vous êtes dans ces champs, il vous tarde d'avoir déjà la farine. Et quand la farine, après la meule de pierre, sort de là, oh, elle a une odeur extraordinaire. Il vous tarde d'aller vers le four à chaleur tombante, avec le gros pain qui va sortir de là. Et quand vous avez ça dans le palais des saveurs, il ne vous quitte pas. Vous vous régalez. C'est un vrai régal. Et à force de le mastiquer parce que c'est si bon, quand ça arrive dans l'estomac, le gluten n'existe pratiquement plus. Alors qu'avec le mauvais pain, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va dans l'estomac, ça passe dans l'intestin, et l'intestin n'est pas content. Inflammation. Et quand vous avez de l'inflammation intestinale, vous avez ce qu'on appelle la porosité intestinale. Alors les gens disent, j'ai un leaky gut, ça fait très, très savant, ça veut dire porosité. Vous avez un intestin poreux. Si vous avez un imperméable qui est poreux et qui pleut, vous allez vous mouiller, c'est clair, vous n'êtes pas content. Bon, et bien l'intestin poreux, c'est quoi? Une cellule intestinale, en voici une, entérocyte, en voici une autre, elles sont collées les unes aux autres.
par des jonctions serrées. Bon. Et quand vous avez de l'inflammation, ben ça se dessert. Et quand ça se dessert, il y a des choses qui passent qui ne devraient pas passer. Et le 4 fois trop de calcium qui va passer, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben, je vais vous faire le dialogue, moi, entre le calcium qui arrive au plus près sur l'os. Salut fémur, comment vas-tu? Le fémur lui répond, qu'est-ce que tu viens faire? Ah, je suis calcium, je viens te consolider, mon ami. Et le fémur répond, je suis un squelette qui bouge. Ça veut dire que j'ai une activité physique. Je suis pas le cul dans le fauteuil à regarder la télé 3h50 par jour. Les Américains, c'est 4h50. Vous avez été déjà là-bas, aux États-Unis, à New York, à Chicago, tout ça. Vous avez des portes pour passer l'aéroport qui sont monumentales pour pouvoir passer de face. Tellement ça fait peur. Non mais je rigole pas. Ils ont un taux d'obésité qui est effrayant aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils se gavent de mauvais pain, de produits laitiers, de produits qui valent que dalle et qui n'ont aucun goût. Car dans ce pays-là, il faut leur apprendre leur palais des saveurs, à goûter des aliments de qualité. Et ils en ont par une agriculture biologique qui, heureusement, est en train de se développer. Alors, ce calcium qui ne va pas aller sur l'os, puisque l'os le refuse, il va où? Ben, il va sur le cartilage articulaire. Tout simplement, au plus près. Or, le cartilage articulaire, c'est le roulement habile de mon épaule, de mon genou, de ma hanche, etc. Pour que ça ne craque pas, et pour que je sois habile, et que j'ai une bonne activité physique sympathique. Bon, pour vous donner un exemple très précis, j'ai un de mes frères très aimé, qui est plus âgé que moi, qui a 2 ans de plus que moi, 1 an et demi, et qui un jour, il souffrait beaucoup, je lui ai fait faire une radio, il avait une magnifique coxarthrose, bilatérale. Quand on dit magnifique, on parle de médecin, n'est-ce pas? Bon, donc je montre ça à un collègue orthopédiste, il me dit, ton frangin, les 2 hanches se sont foutues, il faut les changer. Plastoc. Bon, alors, j'ai dit, tu peux faire les 2 en même temps? Il me dit, non, je peux pas. Bon, bah, tu commences par la première. Alors, il fait la première, et puis je vais voir mon frère à l'hôpital, il était un peu râleur, c'est normal. Oui, les tuyaux, les chirurgiens, vous êtes pénibles, et encore un peu des douleurs, et quand je pense que dans 3 mois, il faut que je me fasse opérer de l'autre côté, plus la kinésithérapie, etc., etc. Je lui dis, mais est-ce que tu veux vraiment te faire opérer de l'autre côté? Il me dit, mais j'ai mal. Bien sûr qu'il a mal. Et puis la radio montre que c'est pas mieux d'un côté que de l'autre. Il me dit, mais tu aurais une solution pour ne pas me faire opérer? Bien sûr. C'est laquelle? Il faut que ta femme écoute la mienne. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça fait 8 ans. Je n'ai pas fait opérer. Pourquoi? L'image, elle est la même. Mais comme il n'a plus le calcium, eh bien tout simplement, il prend un peu de chèvre, un peu de brebis, il a laissé la vache de côté, il fait gaffe à son gluten, c'est-à-dire qu'il n'en prend pas, il prend du pain des fleurs, sarrasin, quinoa, châtaigne, il tourne comme nous faisons à la maison. Il n'a pas mal, il ne boite pas tellement, il ne s'est pas fait opérer de l'autre côté. Alors que si vraiment il avait les douleurs comme il les avait avant, croyez-moi, il se serait fait opérer. Donc ça veut dire quoi? C'est pas la quantité de calcium, c'est la qualité qui joue le rôle d'antigène anticorps et qui, au niveau de la zone de l'articulation, vous donne la douleur. Et quand vous avez mal, vous avez mal. Ce qui est très frappant et qui rejoint la nutrition, c'est que quels sont les premiers signes de l'Alzheimer et du Parkinson? Pour l'Alzheimer, vous dites, je ne sais pas où j'ai perdu mes clés, où est-ce que j'ai mis mes lunettes, etc. Bon, à 20 ans, il y en a qui ont déjà commencé. Hein. Bon, bien, non, c'est pas ça. Et le Parkinson, on vous dit, c'est la tremblote. C'est pas ça. Les premiers signes, c'est la perte du goût et de l'odorat. Mais c'est pas la perte globale, c'est pas je ne sens plus. C'est on perd progressivement le goût et l'odorat. Pourquoi? Parce que quand vous mastiquez peu, bon, si je vous demande qu'est-ce que vous avez mangé hier soir au repas du soir, c'est un gros travail pour chercher dans la tête qu'est-ce que vous avez mangé, sauf si vous étiez invité et que c'était tout à fait particulier. Mais ça veut dire que nous n'utilisons pas ce palais des saveurs qui est la phase 1 primordiale, essentielle de notre alimentation. Essentielle. Le reste va suivre, bien sûr. Mais si là-haut, ça n'a pas été fait correctement, vous allez payer la facture. Et pas payer la facture dans le bon sens. Voyez, et c'est la même chose pour le Parkinson. Ça veut dire que les vieux dont je vous parlais, et qui sortaient tous comme des soldats tchécoslovaques, le lendemain dimanche, la directrice qui m'avait invité pour donner des conférences à ces personnes âgées, les maisons de retraite, elle me disait, Monsieur Joyeux, vous savez où ils sont tous les vieux? Non, il fait beau là-bas, c'était à l'Orgue-Minervois. Elle m'a dit, ils sont tous dans la garrigue à genoux, en train de renifler le thym et le romarin. Bon, ben, j'ai dit, ils ont compris. Ils étaient en train de savoir, est-ce que mon odorat fonctionne? Et mon goût, je dois faire attention. Alors, maintenant, je vais passer la parole à mon épouse qui doit s'impatienter, comme chaque fois, hein, et qui va vous dire des points absolument vitaux. Et je peux vous dire que si je suis en pleine forme, si j'ai une pêche d'enfer, je le lui dois 1000 fois. Et donc, je te remercie.
laboratoire. Alors, je vais vous parler de la cuisson, mais en même temps, pour vous parler de la cuisson, je vais vous parler de vos 5 sens. C'est-à-dire que je vais vous aider à prévenir l'Alzheimer et le Parkinson. Comment? Eh bien, si vous voulez savoir si vous avez ou non trop cuit vos aliments, il faut tout simplement utiliser, comme vous le faites quand vous allez au marché ou dans votre jardin, utiliser vos 5 sens, couleur, odeur, saveur, texture. Voilà. Ce sont les paramètres organoleptiques, c'est-à-dire c'est la carte d'identité de vos aliments. Et effectivement, quand vous achetez une courgette, elle est très verte, un poivron, il est vert ou rouge, et ainsi de suite. Vous allez le cuire. Alors d'abord, je vais vite vous mettre à l'aise. Quel est le meilleur moyen de cuisson? C'est la vapeur douce. La vapeur douce, c'est la vapeur libre, c'est-à-dire qu'il faut un genre de couscoussier. Surtout pas de couvercle qui se vide, donc je vous mets vraiment en garde contre tous les moyens de cuisson vapeur avec blocage, en commençant par la cocotte minute. Et là, je vois beaucoup de visages qui s'allongent parce que depuis 2 générations, on cuit dans les cocottes minutes, hein, on les connaît, ça tourne, vous savez, et le parfum très caractéristique de la soupe ou des légumes à la cocotte minute qui s'accroche aux rideaux, qui s'accroche au tissu des canapés ou des tapis, eh bien, il ne faut plus. Il ne faut plus. Pourquoi cette odeur, elle est si tenace? Pourquoi elle est si caractéristique? Eh bien, parce que c'est l'odeur des végétaux dégradés. Voilà. Alors, la cocotte minute, donc, on l'a virée de nos cuisines, vous êtes d'accord? Si, il faut être sérieux, il faut la virer. Qu'est-ce qu'elle fait, cette cocotte minute? Eh bien, sous pression, la vapeur d'eau, qui est naturellement, c'est une loi physique, à 95 degrés. Hein, vous savez que l'eau bout à 100 degrés, la vapeur donc est à 95 degrés. Eh bien, si elle est enfermée dans une cocotte minute vissée et qu'on continue à chauffer, vous savez jusqu'à combien elle monte? 120-130 degrés, c'est quasiment la même température que le procédé UHT, ultra haute température, qui est utilisé pour stériliser le lait. Donc la cocotte minute, c'est ce qu'on appelle un autoclave, un stérilisateur. Voilà. Donc moi, la mienne, elle est partie au laboratoire pour nourrir des rats. C'est bien, hein, les autoclaves, c'est fait pour les chirurgiens, n'est-ce pas? C'est pour stériliser les instruments. Oui, la cocotte minute, ma cocotte minute a servi à nourrir des rats qui en avaient griffé des tumeurs. Il y avait une partie à qui on donnait à manger cocotte minute et une partie à qui on donnait cuit vapeur. Eh bien, la santé des cocottes minutes s'aggravait beaucoup plus vite que celle des cuits vapeur. Voilà. Alors, donc, un cuit vapeur, c'est un couscoussier, un grand récipient où on met beaucoup d'eau. Un grand, il faut beaucoup d'eau. C'est la vapeur qui est le moyen de cuisson. Une grille qu'on pose dessus avec des trous suffisamment larges pour que la vapeur d'eau passe abondamment. Un seul étage et un couvercle bombé. Pourquoi? Eh bien parce que la vapeur va se condenser sur le couvercle et il faut qu'elle tombe sur les côtés et pas sur les aliments parce que sinon elle va leur enlever par contact, par osmose, hein, c'est l'action de l'eau, elle va leur enlever des nutriments. Voilà. Et donc nos aliments, mais légumes, volailles, poissons, viande, tout, on cuit tout à la c'est bien, vous avez réagi. On cuit tout à la vapeur douce. Eh bien, ces aliments, ils sont en suspension dans la vapeur de votre cuit vapeur. Comme vous, quand vous allez prendre un bain de vapeur, si vous allez au Maroc, vous pouvez aller dans des hammams, ça nous fait transpirer. L'aliment va transpirer et il va transpirer ce qui ne lui appartient pas, c'est-à-dire qu'il va se nettoyer des pesticides, des engrais, des conservateurs, si vous prenez des aliments des supermarchés, par exemple la tranche de jambon, hein, la tranche de jambon basique que vous achetez sous plastique, eh bien vous la mettez dans la vapeur, au bout de 3-4 minutes, vous la sortez, elle dégouline et elle sent le jambon à l'os.
elle ne sent plus du tout la même chose. Il m'est arrivé de mettre aussi des carottes. Quand nos enfants étaient petits, ils adoraient croquer des carottes crues. Et souvent, quand je les amenais à leur école de musique, en attendant qu'ils aient leur leçon, j'allais faire un supermarché. Et je me souviens d'une fois où j'avais ramené des carottes du supermarché parce que je n'avais pas eu le temps d'aller à mon marché habituel. Un petit sachet, vous savez, quadrillé de orange pour que la carotte ait l'air plus orangé, hein, quadrillé de rouge. Je les sors, je sens, je croque un bout. Ils n'en ont pas voulu. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai coupés en morceaux. Je me suis dit, on va toujours voir. Je les ai mis dans mon cuve-vapeur. J'ai toujours aimé vérifier ce qu'on me disait. Et la carotte a été... Les carottes ont été bel et bien nettoyées, elles ont retrouvé une couleur plus vive, elles ont transpiré et elles ont retrouvé une odeur et un goût de carotte. Alors, je n'ai pas renouvelé l'expérience. Pourquoi? Parce que les légumes qui ne sont pas bio, ils stockent de l'eau. Vous savez, on les paye environ 25% plus cher. Et en fait, eh bien, ils stockent de l'eau parce que les pesticides, ce sont des hormones de synthèse. Ça agit comme des hormones. Hein. C'est pour ça qu'il vaut mieux les éviter parce qu'on va les stocker aussi dans notre organisme. Ce n'est pas bon pour notre équilibre hormonal. Donc, ils stockent de l'eau, 25% d'eau. Eh bien, à la vapeur, ils vont évacuer cette eau. Ils vont perdre, et d'ailleurs à la cuisson aussi, ils perdent cette eau. Et donc, mais... carottes non bio, elles ont perdu 25% de leur poids. Donc j'y ai perdu, puisque moi j'avais payé 1 kilo et je n'ai plus retrouvé que 750 grammes. Pas normal. Voilà. Donc j'en ai moins au total. Ce qui explique que les aliments bio, qui ne perdent pas de poids à la cuisson, ça c'est vrai, je l'ai vérifié, à commencer par les poulets, parce que les poulets basiques, vous savez, quand vous les mettez dans le cuve-vapeur, hein, ils perdent du poids. Un pigeon. On dirait un pigeon, presque, pas tout à fait. Donc, vous achetez un poulet bio ou un poulet fermier, il ne perd pas de poids et il est charnu, il met un peu plus de temps à cuire, mais vous avez quand même, vous en avez pour votre argent, comme on dit. Voilà. Couleur, ce sont les vitamines. Couleur, odeur, les parfums, les saveurs. Les parfums, c'est les huiles essentielles qui sont dans les végétaux, c'est l'odeur naturelle, c'est aussi tout ce qui touche à la richesse nutritionnelle des végétaux. Les goûts, ce sont les sels minéraux. Hein. Pourquoi on rajoute autant d'additifs dans tout ce qui est cuit, archi-cuit, dans les conserves, etc. Bien parce que ça n'a plus de goût, c'est trop cuit. Il n'y a plus... Les sels minéraux sont dégradés. Et la texture, ce sont les fibres. La texture, c'est très important, parce que les fibres, à condition qu'elles soient pas trop cuites et qu'elles soient bien mastiquées, les dents, la salive, tout ce travail indispensable qu'on oublie, hein, c'est la première étape de la digestion, il faut vraiment bien la faire. Eh bien, les fibres, si elles sont dégradées par la cuisson, elles sont molles, hop, on les avale. Si elles restent craquantes, al dente, c'est-à-dire vos légumes, vous les coupez en petits morceaux comme ça, vous les mettez 5 minutes et vous les enlevez. Le couteau rentre un peu plus, hein, il rentre, mais vous avez gardé toutes les couleurs, tous les goûts, tous les parfums, votre carotte, vos courgettes, vos haricots, eh bien, ils ont gardé leur carte d'identité. Voilà. Et donc, vous allez être obligé de les mastiquer puisqu'ils seront encore un peu croquants. Vous allez avoir tous les goûts qui vont circuler dans votre palais et vous verrez que plus vous le gardez longtemps, plus vous le faites tourner longtemps et plus vous allez trouver d'autres goûts. Ah, ça n'a plus rien à voir avec la cocotte minute. Voilà. Mais par contre, votre intestin, lui, il va s'y retrouver parce que ces fibres-là, bien traitées, bien cuites et bien mastiquées, eh bien, elles vont être le milieu prébiotique, le milieu nutritique de votre flore intestinale et elles vont assurer votre santé intestinale, un bon transit et une bonne assimilation de vos micronutriments. Parfait.
vous avez compris combien le problème du choix des aliments et de la cuisson est essentiel. On peut tout détruire en faisant cuire, même les meilleures choses. Bon, maintenant, je pense qu'on peut avoir un temps de questions. Alors, il y a 2 micro-grinders, on peut même en sortir un 3e, de telle façon que vous puissiez poser des questions, mais il faut faire très attention quand on pose des questions. Nous ne sommes pas en consultation, nous sommes en grand public. Donc, nous ne pouvons pas livrer à d'autres des problèmes de santé personnelle. D'accord? Donc, si vous avez un problème de santé personnelle, vous pouvez élargir votre question à vous de la poser d'une manière assez astucieuse pour qu'on comprenne qu'il ne s'agit pas de vous, n'est-ce pas? Mais n'hésitez pas à poser les questions. Aucune question n'est stupide. Alors, pour les questions, je vais demander à une personne que je connais bien, puisqu'il s'agit d'un de nos fils, qui est dans notre propre et belle région, qui s'appelle Jean Joyeux, qui est micronutritionniste. Et nous avons la chance d'avoir des enfants qui ont compris ce que font leurs parents. Parfois, il y a des oppositions. Voilà, ils ont pigé. Ils se sont rendus compte que ce que faisait leur mère et ce que disait leur père, bon, c'était pas si mal. Et notre fils Jean est donc micronutritionniste. Il enseigne à l'Université de Bourgogne, c'est ça? Oui. Et également dans des écoles de naturopathie à Genève, ainsi qu'en Italie, ou je ne sais pas trop où, enfin un peu partout. Bon. Donc, si vous avez des questions pointues, il répondra certainement mieux que moi. Et pour les questions pratiques, voilà, mon épouse sera là. Donc, on y va. Je vois que madame a une question, allons-y. Alors, il faut pousser peut-être... Ça marche. Oui. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. J'ai deux questions, une pour madame, une pour le professeur. Donc, une question culinaire pour madame Joyeux. Concernant, vous disiez, la cuisson des légumes, qu'est-ce que vous pensez des questions avec la wok à l'asiatique, en fait? Alors, je déconseille assez le wok, tout simplement parce qu'on ne l'utilise pas chez nous comme l'utilisent les Chinois. Hein, si c'est un wok électrique, je le déconseille encore plus, parce que c'est en fait une cuisson à l'étouffée. Donc, pas de wok électrique. Les Chinois utilisent le wok, c'est-à-dire une espèce de récipient creux. Ils le mettent à chauffer, ils coupent leurs légumes rapidement, ils mettent de l'huile, ils jettent les légumes, 1, 2, 3, et hop, ils les sortent. C'est pas cuit, c'est juste un peu saisi. Donc, pour que la fibre végétale soit saisie, mais ça n'est pas cuit. Ils ont un sens aigu de la santé. Alors, évidemment, ça peut se dégrader à l'heure actuelle à cause des problèmes de la nutrition industrielle. Mais voilà. Donc, si on a vu faire des Chinois, si on est convaincu de ce mode d'utilisation, d'accord. Mais donc, en général, je le déconseille. Votre deuxième question, madame. Donc, pour ces messieurs, je suis chargée par un ami qui n'a pu être là de vous poser une question concernant les addictions au sucre dont vous parliez tout à l'heure, où effectivement on est dans l'addiction totale, puisqu'on a prouvé que les souris préféraient le sucre à la cocaïne. Comment se sortir des addictions au sucre à l'heure actuelle en ayant, on va dire, dans un peu de temps par jour pour cuisiner, malheureusement? Mais quelle est la solution pour remplacer les sucres blancs et les sucres qui sont présents partout, y compris dans les plats cuisinés? Bonsoir à tous. Il y a une partie de la réponse dans votre question, c'est-à-dire que vous avez cité le sucre blanc, sous-entendu le sucre raffiné. En fait, le grand problème, c'est que on confond les sucres, les glucides, le goût sucré, etc. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sucre qui est addictogène, c'est un sucre qui est addictogène par activation de ce qu'on appelle les circuits de la récompense. Cette activation des circuits de la récompense se fait, entre autres, par une très rapide montée de la glycémie, ce qu'on appelle les sucres à haut index glycémique. Donc ce qu'il faut, c'est aller chercher des sucres qui ont un goût sucré, naturellement sucré, qui ne sont pas raffinés, et qui ne font pas monter la glycémie aussi rapidement que ça. Et il y en a beaucoup. Le
premier, c'est le sucre des fruits. Quand vous mangez une pomme qui a poussé près d'ici, dans un verger, qui a été traitée, je dirais, entre guillemets, à l'eau de pluie, quand elle arrive à maturité, elle est pleine de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, mais elle contient aussi cette quantité de fructose qui a un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre normal, et qui donc permet d'avoir un goût sucré, très doux, très agréable, avec une faible teneur en sucre, et avec une très faible montée de la glycémie, avec en plus de ça les fibres qui vont ralentir encore la montée de la glycémie. Donc déjà, l'une des premières solutions, c'est ça. Alors, avec quoi est-ce qu'on va sucrer? Est-ce qu'on va sucrer avec du miel? Réponse, pas forcément. Le miel, il faut le garder cru, c'est très important, parce que le miel, j'apprends à mon petit bonhomme qui a 3 ans, c'est un peu le médicament des abeilles. Ça contient énormément de choses extrêmement intéressantes. Mon père vous en parlerait beaucoup mieux, mais ça contient un sucre qui a un index glycémique moyen à bas, tant qu'on ne le chauffe pas. Donc, le miel, il faut le manger cru. Jamais chauffé. Jamais, 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 il faut le chauffer. Il faut le manger cru, donc quand il y en a qui aiment bien avoir un thé sucré, vous prenez la cuillère de miel. Ma mère a fait ça depuis que je suis petit, j'ai appris à manger du miel comme ça, directement la cuillère dans le pot, c'est là que c'est meilleur. Donc vous prenez la cuillère de miel, vous avez le palais qui est tapissé du goût sucré, que vous buvez votre thé par-dessus, ça se passe très bien. Donc vous avez le beurre, l'argent du beurre et les yeux de crémière avec. Donc tout va bien. Donc le sucre blanc, poubelle. Le sucre roux, est-ce que c'est un sucre qui est moins raffiné que le sucre blanc? Non, le sucre blanc c'est un sucre la plupart du temps de betterave, et le sucre roux c'est un sucre qui vient de la canne à sucre, mais dans tous les cas on est raffiné. D'accord? Donc c'est des sucres qui ne doivent plus avoir de place dans nos placards. Il faut aller chercher un sucre non raffiné, ça va être les rapadura, les muscovado, ça va être des sucres qui ont toujours un aspect assez moche, je dirais, selon les canaux de l'industrie agroalimentaire. C'est brut de décoffrage. Il y a quelques mois, j'étais à l'île Maurice et quelqu'un m'a expliqué qu'il y a plusieurs étapes et que le rapadura, le muscovado, c'est une sorte de déchet. C'est le sucre qui est sale, il le considère comme sale. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de fibres dedans. Il a un pouvoir sucrant qui est moins important, mais il a cette espèce de goût, je ne suis pas un amateur de rhum, mais de goût de rhum ambré qui est assez extraordinaire. Et on peut utiliser ce sucre-là, il sucre moins, il donne un goût particulier aussi bien au café qu'au café, etc. Mais c'est un sucre qui est beaucoup moins nocif, voire pas nocif du tout, puisqu'il contient beaucoup d'autres choses derrière. Donc il faut absolument éliminer tout ce qui est raffiné. Donc j'entends par là le sucre blanc, le sucre roux, la farine blanche, le pain de mie, le riz blanc, il faut passer à du complet ou du semi-complet. Donc tout ce qui est raffiné, tout ce qui n'est pas naturellement blanc, avec l'exception du lait qui est encore un autre discours qui a été abordé précédemment, on va l'éviter. Alors, est-ce qu'il faut utiliser les édulcorants? Réponse, non. Certainement pas, y compris la stevia, parce que régulièrement, alors quand je forme des futurs nutritionnistes dans l'école dans laquelle j'interviens à Genève, il y en a qui me demandent pourquoi on ne peut pas utiliser la stevia, c'est naturel. Je leur réponds, la merde, c'est naturel aussi. C'est vrai, c'est comme le bio, la merde bio, ça reste bio, mais ça reste de la merde. Il faut être clair là-dessus. Donc, la stevia, le principe actif de la stevia, il est extrait du naturel, c'est comme le fructose extrait. Non, on utilise la source naturelle parce que c'est celle que notre métabolisme, c'est celle qui correspond à notre métabolisme. Donc, voilà un petit peu la réponse. Après ça, il faut un certain accompagnement, il faut du temps. Mais les grandes règles, c'est celle-là. C'est-à-dire ne pas chercher à s'affranchir à tout prix, en créant avec toute la frustration que ça génère, à s'affranchir de tout sucré, mais chercher le vrai bon sucre. Alors, je vais ajouter quelque chose, c'est que par la cuisson aussi, on peut sortir de cet engrenage. Parce que la cuisson excessive fait partie de l'engrenage du sucre. Quand vous cuisez trop vos fibres, que ce soit les haricots qui sont cuits parfois 5 heures dans les Caraïbes, ou que ce soit vos légumes dans la cocotte minute, quand la fibre est molle, quand vos haricots, vos pois chiches ou vos lentilles deviennent farineux, quand vos pommes de terre sont très cuites et qu'elles deviennent douces, eh bien, vous avez transformé des fibres, des glucides complexes en glucides simples. Donc, en passant à la cuisson vapeur douce al dente, comme disent les Italiens, eh bien, vous sortez de cet engrenage. Et en passant à la cuisson vapeur douce, en général, on voit très vite évoluer la santé. Ça se passe, on n'a plus d'hypoglycémie, on n'a plus on a un transit qui se régularise, les odeurs s'améliorent beaucoup. On a beaucoup moins de ballonnement et de gaz, parce que qu'est-ce que c'est qui fermente? Sinon le sucre, voilà.
Et donc, petit à petit, on va aussi retrouver l'odorat, retrouver le goût. On va voir que nos papilles se régénèrent progressivement. Donc, je dis, moi, que la cuisson al dente, c'est aussi la prévention de l'Alzheimer et du Parkinson. On a souvent la question concernant le diabétique. Les diabétiques qui disent « mon docteur m'interdit de prendre du miel ». Le docteur a raison si c'est à la louche. Mais le bon miel pour diabétique, il y en a deux, acacia et châtaignier. Pourquoi? Parce que vous avez 60% comme sucre du fructose dont on a parlé, dont Jean a parlé, qui est le meilleur sucre pour notre cerveau, qui est dans les fruits. C'est pour ça que les fruits, il faut en manger, j'ai peut-être pas assez insisté, 4 à 6 fruits frais par jour. Oui. Et si possible, bio et de proximité. Alors monsieur, question. Bonjour, on parle beaucoup de cuisson. Et je veux savoir ce que vous pensez des régimes crus, essentiellement basés sur les fruits et les légumes. Alors, attention, le mot cru, il m'a été reproché parce que j'ai préfacé un livre absolument remarquable pour 98%, qui s'appelle « L'alimentation, troisième médecine ». Et d'ailleurs, Jean, je crois que tu l'as traduit en italien. Bon, ce livre, il est excellent, mais il y a un problème, c'est que mon collègue, qui est le docteur Jean Seignelé, qui était conscient que les cuissons excessives étaient dangereuses, disait « il ne faut plus faire cuire, on va manger cru ». Alors cru, c'est crudivore, crudivoriste. Il y a des sectes là-dedans. Donc il y en a certains ont dit « joyeux est dans une secte ». Je ne suis pas du tout dans une secte. D'autant plus que, autant je mange une pomme fraîche, pas dire crue, fraîche, autant je prends du poulet ou des pommes de terre, cuisson à dente, à la vapeur douce. Donc, si vous êtes, par exemple, dans un état de surpoids, d'obésité, avec pathologie, hypertension, etc., et que tout d'un coup vous dites, je ne vais plus cuire les aliments, je vais tout manger frais, cru, très bien. Surtout si vous passez sur du végétal, salade, fruits, légumes, etc. Vous voyez? Donc, il peut se faire que des personnes prennent une orientation de végétalien, qui n'est pas une mauvaise orientation pour une année, parce que vous avez des réserves. Mais au bout d'une année, il va vous manquer la vitamine B12. Alors il faudra un complément. Ce n'est pas logique de prendre un complément alimentaire si vous avez une alimentation et qu'il vous manque quelque chose. Donc le végétalisme, ce n'est pas bon sur une longue période. Par contre, il faut une orientation végétarienne, ce que j'ai dit, 80% plutôt du végétal par rapport aux produits animaux. Il y a une question, il faut lever la main parce que si on ne vous voit pas, c'est très... Ah, monsieur, je vous vois, voilà. Oui, bonsoir, merci pour cette conférence enthousiaste. Je voulais revenir sur les produits laitiers sur lesquels vous avez donné quelques informations. Donc vous semblez fortement déconseiller les produits laitiers, surtout le lait de vache, et j'ai cru comprendre que vous privilégiez finalement l'utilisation de produits de petits animaux. Exactement, vous avez bien compris. Et ce que j'ai compris, enfin sans le comprendre, c'est le but de ma question, c'est un peu mieux. Si vous sembliez dire que le calcium contenu dans le lait, par exemple, de chèvre, était différent de celui qu'on non, il n'est pas différent. Voilà, parce que c'est ce que j'ai... Non, vous avez raison, il n'est pas différent. Il y en a aussi une grande quantité. Voilà. Il y en a aussi une grande quantité, c'est tout à fait exact. Et c'est pour ça que je dis une portion par jour. D'accord. L'autre chose concernant le lait, c'est les facteurs de croissance qui m'a interpellé, c'est que vous aviez indiqué qu'il allait mieux prendre des facteurs de croissance de petits animaux parce qu'ils grandissent moins. Il me semblait, en termes de molécules, c'était des molécules très analogues, avec des énergies de structure forte, donc du coup, on ne devait pas avoir... Si, tout à fait, mais c'est la quantité qui est moindre. Pour un emploi globalement. Oui, mais encore une fois, j'ai dit un quart d'un crottin de chèvre par jour. Ah oui, alors toute est histoire de quantité. Vous comprenez, il y a la quantité. Oui. Le roquefort, c'est très bon le roquefort pour celui qui l'aime. Hein. Bon, ça a du goût. Et vous remarquerez une chose, c'est que le goût nous rassasie. Oui. Quand nous prenons les fromages des vaches qui pleurent et qui rigolent, comme je dis, bon, ben, souvent on continue parce que ça n'a pas grand goût. Alors que quand ça a du goût... Le rôle du goût est essentiel, et la satiété. Et ce goût, c'est toujours une chose. On revient au palais des saveurs. Et j'ai oublié de dire que dans les joues, nous avons entre 400 et 700 glandes salivaires microscopiques. Pousser la langue sur la joue droite ou gauche, c'est humide. Pas simplement à cause de la salive, parce qu'il y a des glandes salivaires microscopiques et que cette zone de notre corps qui est là entre nos deux oreilles, si vous voulez, mais c'est prodigieux, quoi. C'est pour notre bonheur, c'est pour partager des bonnes choses avec les amis, la famille. Et tout ça, c'est oublié parce que
il faut faire très vite, parce qu'on n'a pas le temps, parce que voilà. Là, on est dans le comportement alimentaire. Tout à fait. L'idée, c'est donc pour clore sur les produits laitiers. Votre sentiment, c'est il faut les exclure, il faut en prendre peu, il faut en prendre pour seulement certaines espèces. Alors, si vous prenez du Comtal, d'accord? Si vous prenez ce fromage qui est un fromage du comté, pardon, du comté. Ce comté, c'est un fromage à pâte cuite, et vous n'allez pas en prendre une grande quantité, et c'est bon. Donc vous allez être rassasié par votre goût. Donc il ne s'agit pas d'être un taliban anti, si vous voulez, systématique produit laitier. Faut pas, si vous voulez, c'est pas vous qui le dites, mais certains me le font dire. Je n'ai jamais dit ça. Mais je dis attention, nous sommes en addiction de produits laitiers, comme tout à l'heure, ça a été bien expliqué, l'addiction du sucre. Merci. Avec plaisir. Question suivante. Je voulais ajouter une petite chose rapidement. Par rapport à tous les produits animaux, il y a une question très importante qu'il faut se poser. L'animal que je mange, le produit d'origine animale que je mange, il est issu de quel mode de production? Qu'a mangé l'animal? Pourquoi on peut citer l'exemple d'un fromage avec une appellation d'origine protégée comme le comté, le Cantal ou n'importe quel autre fromage de ce type-là? Eh bien, c'est parce que les règles qui sont imposées dans ces labels-là, c'est une espèce bien particulière et un biotope, c'est-à-dire un milieu dans lequel l'animal grandit, qui soit de type le plus naturel possible. Donc, quand vous avez un comté, un fromage d'alpage, etc., surtout s'il a été produit durant l'été, vous pouvez être certain que les animaux ont mangé de l'herbe. Et c'est absolument pas une évidence aujourd'hui que les vaches mangent de l'herbe, surtout dans tous les produits industriels. Donc posons-nous la question, à partir de quoi les produits, les viandes, etc., comment sont nourris les animaux? D'une part, pour des questions de respect de l'animal, hein, on lui doit bien ça, puisqu'il nous nourrit en partie, mais d'autre part aussi parce qu'en fonction de ce qu'on donne à l'animal, si on lui donne des choses qui le rendent malade et qui le rendent obèse, eh bien, ça aura exactement le même effet sur lui. Traçabilité, et puis surtout des normes qui soient sérieuses, et pas des tomates bio du mois de décembre qui arrivent de Hollande, etc. Soyons clairs. J'ajouterais juste quelque chose, c'est qu'en toute matière, il faut exercer son bon sens. On exerce son bon sens en allant faire son marché, en choisissant, en observant les couleurs au cours de la cuisson. On doit les exercer aussi vis-à-vis de ce que notre corps exprime. Si on voit qu'on a des tendances à être souvent enrhumé, avoir la gorge qui gratte, ou être un peu asthmatique, ou avoir des problèmes digestifs, intestinaux, ou des problèmes de peau, eh bien, il faut essayer de voir si justement il n'y a pas, comme avec les céréales, les produits laitiers, est-ce qu'il ne faut pas en manger moins? Est-ce qu'il ne faut pas les supprimer quelques jours pour voir si je ne vais pas mieux? Il faut vraiment s'observer, parce qu'il y a des cas où on fait mieux de ne plus en consommer. Si on a une maladie. Dans sa théorie, je partage tout sauf deux choses. Une part, le tabac, il était assez favorable à maintenir le tabagisme, parce que je pense que lui a été un assez gros fumeur. Bon, mais ça ne l'a pas empêché de vivre longtemps. Et la deuxième chose, c'est qu'il pensait qu'au niveau de notre glande hypophyse, ce qui est vrai, il y a des hormones hypophysaires qui sont des stimulines. Somatotrophique hormone, qui a encore changé de nom, mais ça veut dire qu'il est l'hormone de notre croissance. Quand nous grandissons, puis heureusement, à un moment, on s'arrête de grandir. Et lui disait, il faut irradier, c'est-à-dire faire des rayons sur cette zone de l'hypophyse pour empêcher l'hormone de croissance de risquer de me créer une croissance tumorale. Et ça, c'est faux, en ce sens qu'il y a eu des études chez les animaux qui ont été faites, et c'est pas parce que vous allez irradier l'animal sur cette zone très précise de son corps que vous allez réduire le volume d'une tumeur ou empêcher la croissance d'une tumeur. Comme le disait mon épouse tout à l'heure, lorsque nous avons testé des animaux porteurs de tumeurs, parce qu'on peut très facilement greffer une tumeur, même humaine, hein, tumeur prostatique ou du sein sur un animal, elle croît très vite. Vous mettez ça sous la peau de l'animal et en l'espace de 15 jours, vous avez une tumeur qui peut prendre presque le poids de l'animal, mais qui ne va pas le tuer, hein, mais il porte ça sur son dos. Et donc, on peut très bien suivre le volume, la croissance de la tumeur par échographie, par des mensurations très précises. Et on s'est rendu compte que quand on donne une alimentation avec
le même type d'aliment, mais une cuisson qui est différente à vapeur douce par rapport au micro-ondes, on n'a pas parlé, par rapport au four, par rapport à tout le reste, eh bien, avec la cuisson à la vapeur douce, on maintient le maximum des aliments meilleurs et on a une croissance qui est moindre, statistiquement significative. Donc, concernant le problème de ce que vous avez évoqué, je crois que André Gernez a été un type en avance sur son temps, un peu comme en Suisse, une femme que j'ai bien connue, j'ai fait un petit film avec elle, qui était Catherine Kousmine, qui a dit des choses absolument merveilleuses, qui était en avance sur son temps, qui a été considérée comme n'importe quoi, mais qui a fait beaucoup de bien. Seulement, on a un peu abusé d'elle en disant, avec la méthode de Kousmine, on guérit la sclérose en plaques, c'est pas vrai, on la stabilise, on la freine. Avec la méthode de Kousmine, on guérit le cancer, c'est pas vrai. Quand il y a une tumeur, je suis chirurgien, ben, il vaut mieux l'enlever que la garder, et c'est pas avec des plantes ou avec de la poudre de perlimpinpin, entre guillemets, qu'on va guérir le cancer. Donc il faut faire très attention à ça, et en particulier, je vais prendre un exemple, parce que probablement ça doit être parmi les questions, on pose souvent la question du jeûne, le jeûne. Est-ce qu'il faut jeûner quand on a un cancer? Et encore récemment, je voyais un papier où on disait, il faut affamer le cancer. C'est une bêtise. Je vais vous dire pourquoi. Le cancer, c'est un voleur. Quand un voleur vient chez vous, qu'est-ce qu'il vient chercher? Il ne vient pas chercher vos pantoufles, il n'en a rien à foutre. Il vient chercher ce qui est précieux. Ça y est, les bijoux, le pognon. Bon. Mais qu'est-ce qui est précieux en mon corps? Ce qui est précieux en mon corps, c'est tout simplement des produits de qualité que j'ai soit stockés, soit que je prends dans mon alimentation. On va prendre un exemple concret. Je vais chez le pharmacien et j'achète 4 grammes de vitamine C parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je me bourre de vitamine C. Ok. Le pharmacien ne vous dit pas qu'il y en a 2 qui foutent le camp dans les urines. Déjà. Bon. Mais il en reste 2. Ces 2 vont être peut-être en compétition avec 2 grammes de vitamine C que vous avez dans les fruits, dans les légumes, dans votre alimentation, surtout des fruits frais, des kiwis, des pommes, des pois, etc. Bon. Donc, compétition entre la vitamine C, qui n'est pas une vitamine C totalement naturelle, qui a une biodisponibilité, c'est-à-dire utilisée par l'organisme différemment par rapport à celle qui est dans votre fruit. Eh bien, le cancer, lui, choisit le bon. C'est-à-dire qu'il va choisir la vitamine C qui est dans votre fruit. Donc, la nutrition de la personne atteinte de cancer, c'est une alchimie délicate, et autant je suis d'accord, quand on va avoir une chimiothérapie, quand je suis rentré, j'ai vu qu'il y avait les extracteurs de jus, je suis d'accord, mais l'extracteur de jus, c'est pour des personnes qui vont subir une chimiothérapie. Nous sommes mercredi, admettons que vendredi, je dois subir une chimio. Bon, eh bien, aujourd'hui, je vais je vais boire avec mon extracteur de jus, des jus de fruits frais de saison et des jus de légumes, pas des trucs jokers du supermarché, des vrais quoi. Et aujourd'hui, demain, le jour de la chimio, vendredi, et peut-être encore samedi, peut-être encore dimanche, et je vais très bien supporter le traitement de chimio qui m'est donné, mais j'aurais pris mes 2 litres de fruits frais et légumes frais de saison avec mon extracteur de jus. Vous voyez? Donc ça, ce sont des notions intéressantes, mais dire, comme à l'époque, je me souviens, un des collègues que j'ai beaucoup aimé, qui était un type génial, mais parfois, il faut faire attention, en vieillissant, on peut dire des bêtises. Moi, ça peut m'arriver, donc heureusement, je suis bien entouré. Bon. Donc, un collègue qui avait lancé l'idée, on va affamer les cancéreux. Mais pour affamer le cancer, et pour qu'il en crève. Seulement, les malades, ils mouraient, anémiques, fatigué, cachectique, et le cancer, il était là, lui, il s'en foutait. Quoi, vous voyez. Bon, maintenant, c'est démontré, ça, on le sait. Donc, il faut faire attention, c'est délicat, il faut stimuler son immunité. Voilà, c'est ça la clé. Ayez une bonne immunité. Et, bougez-vous. Et soyez positif dans votre tête. C'est pour ça que quand je vois des malades, je leur dis, je comprends, madame, que vous soyez anxieuse, parce que vous avez ceci, cela, et ils me déclinent, et je vois des dossiers qui sont très lourds. Votre anxiété, passez-la moi. Moi, je suis un buvard. Je suis un buvard de votre angoisse, donnez-la moi. Je sais bien que je n'arriverai pas à tout vous enlever, mais je suis là pour vous aider à vous battre, à changer vos habitudes alimentaires, à mieux dormir et pas avoir des idées en boucle, en permanence qui tournent en disant ça va tourner mal, je vais faire une récidive, etc. Vous voyez, le côté psychologique est essentiel. Nos neurotransmetteurs, c'est-à-dire des molécules qui sont fabriquées par nos neurones, quand nous avons une activité physique, eh bien, en l'espace de 30 minutes, on le sait, ça a été démontré maintenant, les neurotransmetteurs passent du négatif, de la méchanceté, de la jalousie, de je vais pas bien, de la déprime,
ça passe à la créativité, l'imagination, le besoin de partage, de raconter aux autres. Et ça change tout. Non, nous sommes des bipèdes, pas pour traîner les pattes. Hein. C'est pour ça qu'aux 65 ans de mon épouse, je lui ai offert le Ventoux en vélo. Et elle me regarde, elle me dit, le Ventoux en vélo. Je dis, mais chérie, tu vas avoir des souvenirs. Elle l'a fait avec moi, on l'a fait ensemble, bonheur, quand on arrive là-haut, mais on a sué, on a transpiré. Le jeûne, si, j'ai répondu. Ah, alors vous n'avez pas besoin, hein, à vous voir, hein. Parce qu'à vous voir, vous n'avez pas besoin de jeûne. Par contre, si je vous voyais sans le dire, que je vous dise, madame, vous avez un léger surpoids, vous pesez 100 kilos, alors qu'il faudra peser 80, bon, à ce moment-là, je vous dirais, oui, mais il faut être coaché. Il faut être assisté, c'est-à-dire il faut faire une bonne prise de sang. J'ai vu récemment une dame qui est venue à la maison, bon, qui avait un problème très sérieux de surpoids. Bon, moi j'ai parlé avec elle pendant 30 minutes, et puis mon épouse l'a prise pour lui expliquer la cuisson, etc. Mais là, j'ai fait une prise de sang au départ, pour voir où sont les transaminases, où est le taux du sucre, où est le cholestérol. Il faut être coaché. Et là, ça c'est très important, ça ne peut pas se faire simplement en suivant un gourou sur les radios ou la télé. Il faut faire très gaffe à ça. Il y a beaucoup de business et d'exploitation. Quelques petites choses pour tempérer, non pas que je sois complètement en désaccord avec ce qui vient d'être dit, mais le jeûne, c'est le pire moyen pour perdre du poids. Ça ne marche pas. C'est un outil qui peut être très intéressant pour, je dirais, aider l'organisme à revenir un petit peu à zéro au niveau intestinal, au niveau métabolique. Ça peut être intéressant aussi pour activer des gènes sur lesquels on commence à avoir des études intéressantes qui s'appellent les sirtuines, qui sont des gènes de la survie, de la protection, etc. Donc le fait de temps en temps d'avoir des périodes de jeûne pourrait activer des choses intéressantes. Dans le cadre de patients atteints de cancer qui doivent supporter une chimiothérapie, il semblerait que certains protocoles de jeûne court pourraient améliorer la résistance aux chimiothérapies. Mais là, on s'adresse à des études faites, voilà, mieux supporter la chimiothérapie. Donc, c'est des cas très particuliers qui sont suivis par des spécialistes, c'est un cadre bien particulier. Voilà. Allez-y, monsieur. Allez-y. Parlez fort parce que manifestement... On n'entend pas, monsieur, excusez-nous. Allez-y. Oui. Je suis souvent rentré à l'hôpital, si vous voulez, et quelquefois je suis sorti avec des valises de nocosomiales. Et aujourd'hui, après être... j'étais en bonne santé, je suis sorti malade, si vous voulez. Oui, j'ai bien compris. Nocosomiales, c'est une maladie attrapée à l'hôpital. Tout à fait. C'est pas fait pour ça, normalement. C'est pas fait pour ça. Et donc là, j'ai été obligé de me battre, et en l'occurrence, j'ai trouvé des professeurs qui ont été chercher des médicaments dans un hôpital au fin fond de la Géorgie, en Russie. Oui. Et aujourd'hui, ces gens-là, c'est une médecine qui est interdite en France, évidemment. Et en l'occurrence, il y a des résultats au bout de 3 mois qui sont phénoménales. C'était mon cas, donc moi j'ai refusé tous les traitements qu'on m'avait donnés à ce moment-là, si vous voulez. Vous parlez de la phagothérapie? Phagothérapie. Oui, c'est ça. Je vois très bien. Vous avez tout à fait raison, c'est un retour intéressant qui évite des antibiotiques, qui arrive des pays de l'Est, parce que comme toujours ces pays-là, ils ont dû, si vous voulez, moins d'argent pour soigner les gens, moins de laboratoires, etc. Et la phagothérapie est quelque chose incontestablement intéressant. Les infectiologues français sont en train de s'y mettre. Donc, ça veut dire qu'ils prennent ça au sérieux, et je suis tout à fait d'accord. Alors, ça veut dire que quand vous allez à l'hôpital, vous avez remarqué une chose, c'est qu'on vous interdit d'amener des fleurs. Bon, quand vous allez à la maternité, avant, on amenait des fleurs à la maman qui venait d'accoucher. Heureusement, c'est interdit. Qu'est-ce qu'il faut amener? Des fruits frais, de saison, bio, une belle corbeille, et avec ça, elle va faire un lait fabuleux pour son petit. Vous comprenez? Et les... Comment? Et l'huile, oui, bien sûr. Et de l'huile, mais tu vas en parler dans quelques instants. On va prendre la question, puis on va venir un peu sur les produits gras. Allons-y, madame. Oui. Vous avez parlé de la cuisson douce à la vapeur. Oui. Est-ce que les appareils que l'on trouve en plastique peuvent convenir? Non. Alors, vous savez, il y a un test facile. Si vous avez un cuivapeur chez vous, est-ce que vous l'utilisez tous les jours ou est-ce qu'il est dans le fond d'un placard? Alors, les cuivapeurs en plastique, non.
plastique, ce sont des hydrocarbures, et donc c'est l'équivalent à peu près des pesticides. Voilà. Alors je vous ai parlé d'un cuit-vapeur comme un couscoussier. Donc visez plutôt un couscoussier, un grand couscoussier, une grande marmite en inox avec une grille, mais il faut que les trous soient suffisamment gros pour laisser passer la vapeur douce, et il faut que le couvercle soit bombé pour pas que la condensation tombe sur les aliments. Voilà. Donc tous les cuits-vapeurs électriques, dans l'ensemble, à part quelques-uns qui sont au moins aussi chers, voire plus que les cuits-vapeurs de type couscoussier, tous les cuits-vapeurs électriques sont insuffisants. Il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir, ils ne fournissent pas suffisamment de vapeur et ils ne sont pas assez rapides. Il y a une dame qui a parlé de temps, de rapidité. On n'a pas le temps de cuisiner. Eh bien, avec un cuit-vapeur, si vous cuisez vos légumes en 5 minutes, vos viandes coupées en morceaux, 3 minutes plus 3 minutes, ça fait 6 minutes. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas plus rapide pour cuisiner, plus sain. Et vraiment, ça devient un plaisir. Quand je donne des formations, j'ai régulièrement des retours très positifs. Vous avez transfiguré ma façon de cuisiner. Je suis heureuse dans ma cuisine. Tout a changé, etc. Pourquoi? Eh bien, parce que les aliments sont colorés. C'est excellent pour le moral. Il faut que ce soit coloré. Arrêtez les cuisines ternes, les cuisines sombres. Regardez comme on met de la couleur dans nos cuisines et commencez par mettre des petits pots d'herbe sur vos fenêtres de cuisine. Ça vous remontera le moral. Mais je vous assure, très rapide. Plus c'est rapide, comme le wok à la chinoise, plus c'est rapide, mieux c'est pour votre santé. Une suggestion pour ceux qui ont une cocotte minute, vous jetez le couvercle, vous mettez de la terre dans la cocotte minute et là vous ferez pousser des vitamines. Question? Avec de l'aluminium? Bonsoir professeur. Où êtes-vous? Là, à côté. Bonsoir professeur. Que pensez-vous des compléments alimentaires que proposent certains labos? Alors, complément et complément, il faut faire gaffe parce qu'il y a un gros business là-dessous et les gens vont un peu faire n'importe quoi par Internet. Je ne suis pas contre d'aller sur Internet, mais il faut être un peu coaché, si vous voulez. Et là-dessus, les naturopathes, les ostéopathes, j'ai vu même des chiropracteurs donner d'excellents conseils, c'est-à-dire donner des conseils parfois de compléments, mais en se basant sur un contrôle assez précis. Alors, quel est le contrôle? Moi, celui que j'utilise, je vais vous le dire très simplement, c'est pas cher, c'est le malade qui le paye, c'est pas remboursé par la Sécu, ça coûte une dizaine d'euros, ça s'appelle le bilan bio-nutritionnel. Bon, ça vous demande à peu près 30 minutes à remplir des questions, vous répondez, vous donnez ça à votre médecin, soit il a le logiciel pour répondre, soit il envoie ça au labo, qui est un labo français pour une fois, c'est quand même sympa, et vous avez le résultat qui vous dit, ben, tout va bien, ou bien vous êtes neurodystonique, ou bien vous manquez d'oméga 3, ou bien vous avez des problèmes digestifs. Vous voyez, il vous donne, avec un histogramme qui est très bien fait, une idée de ce dont vous avez besoin, mais sans forcer. Alors on va vous donner 1 mois, 2 mois de traitement, et puis ça passe. Hein. Quand ma femme était neurodystonique, hein, je me suis dit, il faut lui offrir des roses. Voilà. Et pas en plastoc, hein, et bio. Et là, ça passe. C'était de ta faute si j'étais neurodystonique. Oui, c'était de ma faute, oui, c'est ça. Non, on a des petites passes. Complément alimentaire, je ne suis pas contre, mais il faut faire attention, ne pas faire n'importe quoi, parce que là, vous aurez la spiruline, le ci, le ça, les microbiotes, vous savez, les ferments lactiques, même maintenant, vous les mettez dans le yaya. Hein. Le yaya, c'est du bidon, tout ça, c'est du bidon complet. Question suivante. Monsieur, oui, bonsoir. J'ai lu un bouquin il y a un certain nombre d'années qui s'appelle Le secret de la vie de Georges Lakoski, qui apparemment guérissait le cancer dans les années 30 à Paris avec des moyens radioélectriques. Alors effectivement, qu'est-ce que vous en pensez? Deuxième cas, j'ai un ami qui avait un cancer, qui n'a pu être traité efficacement ici en France, qui est parti en Suisse, et quand je l'ai été le visiter, il m'a dit: je suis soigné avec ce qu'on appelle la plante panacée des Gaulois, c'est-à-dire le gui. Et aujourd'hui, il est en parfaite santé. Bon, alors, pour revenir d'abord sur le gui peut être un stimulant de votre immunité. On vous fait des injections sous-cutanées, il faut les faire proprement pour qu'il n'y ait pas une réaction inflammatoire trop importante. Et mon collègue, le professeur Lucien Israël, l'utilisait beaucoup. Et moi, je ne suis pas contre,
quand les gens le font, mais attention, c'est pas grâce au GUI que votre ami ou collègue est guéri, ça c'est sûr. Plus, je ne sais pas quel type de cancer il avait, donc je vous crois sur parole, mais je vous dis tout de suite que c'est pas à cause du GUI qu'il est guéri. Alors ensuite, concernant le problème des méthodes électromagnétiques ou des méthodes de radiothérapie, il faut faire un petit peu attention à tout ça, parce que si dans les années 30, certains vous disent qu'on guérissait du cancer, on est plus de 80 ans plus tard, on ne devrait pas en avoir dans les centres anticancéreux, ça se saurait. Hein. Et personnellement, je pense l'esprit très ouvert et je ne me refuse aucun essai thérapeutique. Quand des gens font des essais, je ne suis pas contre, mais je leur dis toujours, attention, ça, je peux vous dire que ce qui est sûr dans votre cas, voilà, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'on peut faire ceci et cela pour vous guérir, ou pour vous permettre de vivre encore longtemps. Hein, alors longtemps, 3 ans, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas. Récemment, je voyais une dame qui me disait, oui, j'ai eu un cancer du sein, vous comprenez, docteur, et on me stresse de 5 ans en 5 ans. Je dis, pourquoi on me stresse, madame? Qu'est-ce qui se passe? J'ai été traité il y a 10 ans, à la 5e année, on m'a dit que j'étais guéri. Et puis à la 10e année, on m'a dit non, vous n'étiez pas guéri à la 5e, mais vous n'êtes pas encore guéri à la 10e. Alors imaginez, mettez-vous à la place de la patiente. Bon. Et docteur, c'est quand la guérison du cancer du sein? Je dis, madame, je vais vous dire la vérité. Si vous avez une mauvaise immunité, vous pouvez faire une récidive de votre cancer du sein pendant 27 ans. Et voilà la vérité. Pourquoi on ne le dit pas? On ne le dit pas parce que ça gêne, parce qu'on ne sait pas l'expliquer. Mais si je vous dis que vous le risquez pendant 27 ans, j'ai eu une de mes sœurs que j'ai soignée, bon, elle doit être à la 17e ou 18e année, bon, je le lui ai expliqué, elle m'a dit, tu m'as sauvé la vie, j'ai rien sauvé du tout. Elle est guérie, elle va très bien, mais à la 27e année, je sais quand est-ce que c'est, je vais aller chez elle avec une bouteille de champagne. Elle va me dire, qu'est-ce que tu viens faire? Et je vais lui dire, écoute, je te félicite parce que tu as vraiment suivi les conseils que je t'ai donnés, tu as fait attention à ton alimentation, tu as fait du sport, tu as été positive, etc. On n'est pas là pour inquiéter les gens, on est là pour dire une vérité qui les aide à grandir, qui les aide à mieux supporter des traitements qui sont lourds, parce que c'est pas facile quand vous recevez ces diagnostics-là en pleine tête. Alors, monsieur? Oui. Allez-y, bonjour. Donc vous avez déjà un petit peu parlé du sujet avec les compléments de vitamine C. Oui. Donc, ces dernières années, il y a eu plusieurs publications scientifiques qui ont suscité un petit peu le débat par rapport au rôle des antioxydants, leur lien avec le cancer. Oui. Donc j'aimerais bien avoir... On va, très simple, on s'est rendu compte en faisant des études très précises chez des gens qui avaient des risques de cancer du poumon, qui étaient donc des fumeurs, hein, et que ceux qui prenaient le maximum d'antioxydants en complément faisaient plus de cancer du poumon que ceux qui avaient le même tabagisme, hein, c'était comparatif, et qui prenaient moins d'antioxydants. Donc, pourquoi? Ça veut dire que l'antioxydation, quand elle est trop forte, peut devenir oxydation. Vous voyez? Et ça, c'est un sujet important. Alors, récemment, et ça va vous arriver, ça, il faut faire attention. On va vous dire, par exemple, de faire des prises de vitamine C énormes par voie veineuse, 25-30 grammes, disons 1 gramme par heure, 24 heures, 24 grammes, et vous allez guérir de votre cancer du pancréas, de ci, de ça. Bon, j'ai vu des cas où ça n'a pas vraiment marché. Par contre, ça peut marcher dans certaines infections. J'ai vu une jeune femme tuberculeuse dans un stade assez avancé qui incontestablement a été positive. Pourquoi? Parce que la vitamine C donnée à une dose énorme finit par, en arrivant au niveau de la cellule, par créer une formation d'une molécule qu'on appelle l'eau oxygénée qui tue la cellule qui est infectée, qui tue la cellule qui est éventuellement cancéreuse. Mais il y a eu des études assez nombreuses aux États-Unis, un peu partout, et des preuves, nous n'en avons pas suffisamment. Moi, je voudrais insister sur le problème du gras, parce que c'est un sujet essentiel et qu'il y a beaucoup d'erreurs dans le fonctionnement du gras. Qu'est-ce qui est bon comme gras et qu'est-ce qui n'est pas bon comme gras? Alors, Jean, je sais que tu es très spécialisé là-dedans. Apprends-moi des choses, s'il te plaît. Alors déjà, je vais finir de répondre à la question qui vient d'être posée à propos des antioxydants. Est-ce que les antioxydants, c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? La réponse, elle se situe quand vous faites les courses. Si vous achetez les antioxydants sous forme de fruits, de légumes, etc., vous allez les avoir à des doses où il est démontré depuis 2-3 ans, notamment par les travaux d'une équipe belge, qu'à ce dosage-là,
Ils ont un rôle positif pour notre santé, mais à ce dosage-là, ils ne peuvent pas, biochimiquement, être antioxydants. Non, ils ont un rôle pro-oxydant. Je dis bien pro-oxydant. Donc le nom, la terminologie d'antioxydant va finir par disparaître. Donc, ils ont un rôle pro-oxydant. Alors, dans nos cellules, on a besoin de stress oxydant, par exemple, pour détruire un virus, pour détruire des antigènes bien particuliers. On a besoin de ces choses-là, ça nous permet de gérer notre immunité, mais ces entre guillemets, oxydants présents, ces molécules, ces polyphénols, etc., qui sont présents dans les végétaux, en fait, en apportant un peu de stress oxydant à toute petite dose, ils provoquent l'effet de ce qu'on appelle l'hormésis, l'effet de la mitridatisation, c'est-à-dire qu'un tout petit peu de poison à des toutes petites doses exerce notre système de défense et lui permet de savoir réagir quand il est réellement sollicité. Donc, très probablement, les fameux antioxydants, eh bien, on ne devrait les prendre qu'à des doses nutritionnelles. Donc, soit des compléments alimentaires, si vraiment c'est justifié, si on a fait un point avant, à petite dose, donc pas des doses massives de resveratrol, etc. Ça va être la quantité du petit verre de vin rouge, voilà. Pas dans le vin blanc, malheureusement. Je sais qu'en Bourgogne, il y a des très très grands vins blancs, mais c'est plutôt le vin rouge qui recueille les suffrages de ce point de vue-là. Même dans le raisin non fermenté, il y a les polyphénols aussi, hein, donc on n'est pas obligé de boire du pinard. Hein. Voilà. Donc tout ça pour dire, voilà, des polyphénols, de toute façon, il y en a dans tous les végétaux frais de saison qui sont peu cuits, voire crus. Et puis, merci pour l'enchaînement. Et effectivement, il y a beaucoup de ces polyphénols, toujours accompagnés de vitamine E, dans les huiles végétales, etc. Alors, on est dans une civilisation où on a voulu faire du 0% partout, parce que dans les années 50, on avait une recrudescence, où on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de pathologies cardiovasculaires, et il y a eu une théorie qui s'est basée sur le fait que dans la plaque d'athérome, il y avait du cholestérol, il y avait des graisses, des choses comme ça, donc on a dit, eh bien, le gras c'est mauvais, ça provoque l'athérosclérose. C'est faux. C'est faux, c'est absolument pas ça. C'est l'inflammation qui fait qu'on métabolise mal les graisses et qui fait qu'on va générer un processus d'athérosclérose. Donc, supprimer les graisses de notre alimentation, ça a été la pire des bêtises qu'on ait pu faire. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on en est à chercher à supprimer les graisses de partout, donc du 0% par-ci, du 0% par-là, mais le fait est que quand on n'y apporte pas de graisse, notre organisme, qu'il s'agisse du cholestérol, des acides gras ou autres, eh bien, il les synthétise. Sauf qu'il y a des graisses qui ont une valeur de vitamine parce qu'on ne peut pas les synthétiser. Ce sont les fameuses graisses polyinsaturées. Les monoinsaturées, on peut arriver à se débrouiller tout seul. Les saturées, on arrive très très bien à se débrouiller tout seul. Mais les polyinsaturées, on ne peut pas les synthétiser. On a besoin d'en apporter de manière absolument quotidienne. C'est les oméga 6 et les oméga 3. Alors on entend régulièrement dire les oméga 6, c'est mauvais, c'est pro-inflammatoire, etc. Il y a un oméga 6 qui, quand il est consommé en excès, devient pro-inflammatoire, donc c'est une question d'équilibre, c'est l'acide arachidonique, qui n'est pas spécialement présent dans l'huile d'arachide, mais qui est surtout présent dans les viandes rouges, les laitages, etc., de production industrielle. Pourquoi? Parce que ces animaux reçoivent de manière préférentielle des aliments qui contiennent des oméga 6. Pourquoi? Parce qu'ils grossissent plus vite. Et n'ayez crainte, ça a exactement le même effet sur vous. D'accord? Donc ce qu'il faut, c'est rééquilibrer, réintroduire les oméga 3. Alors, les vrais oméga 3, ceux qui sont présents dans les noix, dans l'huile de colza, dans l'huile de cameline, dans l'huile de noix, dans tous ces oléagineux. Alors, là, je vous ai cité les sources végétales, les sources d'origine marine, donc tous les poissons gras en particulier, plutôt de petite taille, parce que sinon vous allez récupérer du mercure, et plutôt de la mer, sinon vous aurez des phtalates. Vous voyez que ça devient compliqué. 3-4 fois par semaine. Cuit à la vapeur douce, vous réduirez la quantité de pesticides dedans, effectivement. Mais il faut avoir une alimentation riche en graisse. Certaines publications disent 35, voire 40, peut-être même plus % de graisse. Alors, est-ce qu'il faut manger que du gras? Certainement pas. C'est une question d'équilibre, mais il faut manger gras. Coup de bol, ça donne du goût à notre alimentation. Ça ne vous fera pas grossir. Et quand je reçois des personnes, quand j'ai un peu de temps pour consulter, quand je reçois des personnes qui doivent perdre du poids, je les supplémente en graisse. Ça les choque. Mais au moins, au final, elles sont contentes parce qu'elles ont une alimentation qui est riche en goût. Et si vous mettez du gras, c'est un vecteur du goût. Vous mettrez moins de sel et ce sera bon à d'autres niveaux. Vous ferez moins d'hypertension, vous aurez beaucoup moins d'autres problèmes. Donc, choisissez des graisses de bonne qualité, mais des huiles vierges, première pression, à froid, dans des bouteilles en verre, sombres, biologiques, bien sûr, des vraies bonnes huiles.
Et puis, bien sûr, n'ayez pas peur de manger plus de graisse et moins de ces fameux pseudo-sucres lents, qui ne sont pas des sucres lents comme le pain, les pâtes, etc. Revenez aux légumineuses. 2016, c'est l'année internationale des légumineuses. Il faut les réintroduire. Avant la guerre de 14-18, donc il y a à peu près une centaine d'années, comme vous le savez, c'était la première source de protéines chez les Français. On avait un pays qui fonctionnait, des habitudes alimentaires très rurales. Aujourd'hui, on a perdu tout ça. Par contre, qu'est-ce qu'on mange comme bidoche? Et puis pas que du charolais de bonne qualité. Donc on a besoin de revenir à une alimentation plus riche en graisses et en végétaux, mais toujours de bonne qualité. Très bien, les légumineuses. Maintenant, on va arrêter les questions parce qu'il se fait tard et nous avons promis de rendre la salle. Et je vous avais promis, messieurs, quelque chose pour vous. Voilà. Alors ça tombe très bien, les légumineuses, puisque c'est l'année des légumineuses. Tu vois, je ne le savais pas, donc je l'apprends avec joie. Alors figurez-vous que nous avons la chance d'avoir 6 enfants, 3 garçons, 3 filles, et nous avons une fille qui est historienne, et quand elle trouve des choses dans l'histoire qui concernent la nutrition, elle nous appelle. Comme elle sait tout de nous, si elle m'appelle, c'est que je ne sais pas. Bon. Alors il n'y a pas très longtemps, 2-3 ans, elle m'appelle en me disant, papa, est-ce que tu sais, tu connais ce conte hongrois ou tchécoslovaque? Moi je pensais à un conte de Perrault, un conte d'Andersen, un truc comme ça. Non, elle me dit le mari de la comtesse. Genre, et alors? Elle me dit, papa, figure-toi que le mari de la comtesse, il a honoré sa comtesse 7 fois en une seule nuit. Vous vous rendez compte? Alors évidemment, question, j'ai dit, mais comment il a fait le gars? Papa, il prenait des pois chiches al dente. Alors je suis allé voir mon épouse, j'ai dit, bon, je passe le pois chiche à la maison. Et alors on a réfléchi tous les deux, pourquoi? Parce que le pois chiche al dente, ça veut dire qu'un, cuisson très court, 4 minutes. Le pois chiche, en plus, il est germé, c'est la totale. Mais il est comme une petite noisette. Vous allez devoir le mastiquer. Et quand vous l'avez dans le palais des saveurs, j'ai essayé, je le fais régulièrement. Vous avez une poignée dans votre palais des saveurs, vous mastiquez 37 fois. 37 fois. Vous faites une véritable purée. Et là, en fermant les yeux, vous avez les goûts qui sont extraordinaires. C'est important pour la comtesse et pour le comte, n'est-ce pas? Et quand vous vous dites ce qui va se passer après, c'est la totale. Oui. Eh bien, moi, je vais vous dire, monsieur le maire, à Chevigny-Saint-Sauveur et à Dijon, dans 8 jours, il n'y aura plus un pois chiche à vendre. Je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. On peut le faire applaudir. On peut l'applaudir beaucoup. Merci. On attendait le professeur Joyeux, bien sûr, mais on n'entendait pas toute la famille. On va remercier aussi madame et puis le fils Jean, bien sûr. Je crois qu'on a remarqué l'intelligence de ces professeurs. Ils savent aussi être comiques, hein, très spécialistes, mais qui ne prennent pas la tête non plus. Alors aujourd'hui, moi j'ai retenu une chose, hein, c'est la vapeur. Donc,